au 10 décembre, Dig Dig Diggers, l'émission des radios de la Ferrarock, a lieu en direct des 44e rencontres transmusicales de Rennes. Retrouvez Dig Dig Diggers sur ferrarock.org. Nous sommes bien en direct de Rennes pour ces 44e rencontres transmusicales, effectivement, sur la Ferrarock, sur votre radio Ferrarock. On va passer quelques temps ici avec pas mal d'invités qui vont se précipiter ensuite vers le Parc Expo, vers l'Ubu peut-être, ou dans d'autres salles ici à Rennes. On va passer cette émission avec Ludo. Bonjour Ludo de Radio Béton. Salut Yann, ça merci. Va depuis l'année dernière, on s'est pas vu depuis l'année dernière. Ah non, ça faisait un petit moment, ça me manquait tout ça. Un petit peu. Bon, on va pouvoir retrouver dans quelques instants tout à l'heure Astérotypie, puis avant Bel Air, et puis Ariel Tintar, Social Dance, qui ont la chance d'avoir un de leurs morceaux sur l'un des derniers teasers des transmusicales, le morceau Parler. Et puis on commence avec Da Big Boss, comme on parfois l'appelle entre nous, hein, Ludo, c'est vrai, on l'a appelé comme ça tout à l'heure. Jean-Louis Brossard, directeur artistique du festival. Salut Jean-Louis. Hey, coucou les amis. Ça va bien? Ben, ça va bien, oui, impeccable, comme un deuxième jour de festival. Donc, c'est vrai que le festival a commencé mercredi soir du côté de l'Ubu. Tu y L'Ubu étais et l'air libre, bien sûr, où il y avait la première de Zao des Agazans avec Duo Route, un duo estonien. Alors tu n'étais pas aux deux concerts? Non. Moi j'ai vu le filage de Zao des Agazans mardi, tu vois, et là j'y retourne évidemment. C'est une tradition le dimanche. Voilà. On a l'habitude de te recevoir parce que tu nous donnes un petit peu le pouls du festival. Comment il va? Ça va? Ouais. C'était comment l'Ubu? Parce que c'est une petite jauge quand même, et c'est un gros festival. Alors comment il y avait beaucoup de monde, si tu vas à l'Ubu hier. Et voilà, il y a eu Ariel Tintar qui a fait son tout premier concert, donc il est en duo avec un batteur, lui il joue du piano, il chante, il joue aussi de la guitare, avec des titres très très touchants qui parlent de sa vie en Martinique, de son père, voilà, qui était douanier, enfin vous en parlerez tout à l'heure, vous allez recevoir je crois, c'est vraiment très très chouette. Et après il y avait Danielle Ponder, que j'ai vu 2 fois hier parce qu'elle jouait dans l'après-midi pour les centres de loisirs, donc avec des enfants qui avaient, je sais pas, entre 8 et 12 ans je dirais, qui avaient des petites pancartes avec Daniel Ponder, puis ça braillait, alors ils ont chanté, c'était presque un duo entre Daniel et le public, si tu veux, l'après-midi. Le soir, le concert était très très différent. D'abord, il était plus long, il durait 1 heure, il y avait plus de solos de guitare, il était plus soul, plus gospel quand même, c'est très très chouette. Ouais. Donc un très bon début de festival, on peut dire. Oui, très très bien, ouais. Et Zao de Sagazan, on la retrouvera avec un fil rouge, c'est elle notre fil rouge pendant toutes ces 3 journées d'émission ici en direct du Liberté à Rennes, puisque Lucie Canabé elle a pu la rencontrer avant qu'elle propose ses concerts là, puisqu'elle a un petit peu l'air libre, pas pour elle toute seule, elle est avec le duo Route, tu l'as dit, mais pour presque une semaine. Elle a travaillé pendant à peu près une semaine, donc avec 2 musiciens. Alors, on t'a entendu parler d'un duo finalement entre le public et l'artiste Daniel Ponder. Ouais. Est-ce que c'est un peu ça ton métier, créer des duos entre des artistes et un public? Non, surtout pas. Parce que là c'est drôle parce que c'est des mômes, si tu veux, qui chantent, donc c'est vachement bien. Mais tu vois, pour entendre des gens du public chanter à la place de l'artiste, moi ça m'intéresse pas. Non, c'est pour faire entendre des artistes, des artistes à un public, c'est plus ça. Mais j'ai un souvenir d'un concert de Tous on the Metal, c'est le public qui chantait les morceaux, c'est horrible quoi, tu vois. Alors parlons plutôt de rencontres, comme le festival s'appelle comme ça. Créer des rencontres, des ponts entre des artistes et puis un public. Oui, c'est mieux. Alors comment est-ce qu'on se retrouve programmé au Transmusical? Il faut que ça me plaise, point barre. C'est tout. Voilà. Oui, c'est tout, c'est tout, c'est pas... Voilà, mais beaucoup, bien sûr. Alors, ils t'ont tous plu, les plus de 80 artistes musicaux qu'on retrouvait évidemment. On sait que toi, tu as un programme assez chargé au pas de course, évidemment, pendant la durée du festival. Un peu. Là, tu viens d'où, par exemple, juste à l'instant, là? Alors, à l'instant, j'étais avec ma cousine, si tu veux, qui vient de Bordeaux, avec son mari et son fils. Et voilà, et puis je suis content parce qu'ils restent dimanche, donc ils vont pouvoir aller à l'air libre. C'est leur première fois à l'air libre, et puis après à l'Ubu, voilà. Et non, juste avant, j'étais aussi à l'Ubu pour le démarrage des concerts, à l'étage aussi, parce que j'aime bien présenter les débuts de soirée. Je le fais aussi au parc pour dire bonjour aux gens, rapprochez-vous, enfin tu vois, annoncer un peu ce qui va se passer le soir.
Voilà, plus une émission de radio avec Philippe, enfin bon, tu vois, une interview pour RFI. Enfin bon, j'ai un programme évidemment assez peu chargé. Et puis 2-3 merdes à gérer quand même, parce que bon, on est quand même un festival. Comment ça, il se passe des merdes? Ben oui, quand même. Il n'y a pas de... 2-3 galères, etc. Il n'y a pas de virus, par exemple. On va pas en parler ici. Bon, mais je n'embrasse personne. Tu n'embrasses personne. Ah non, je n'embrasse personne. D'accord. Mais c'est vraiment personne, ça je te le dis. Hein. On verra par exemple ce jeudi sur une des scènes du Parc Expo, Agoria pour une création incroyable, et juste après Social Dance. Comment se fait-il que tu les as passés après un artiste qui est un peu considéré comme une tête d'affiche? Est-ce que c'est un petit peu... mais ça n'a rien à voir, tu vois. Ouais. Non, ça c'est pas une question, c'est vraiment une question artistique, si tu veux. J'ai plus envie de terminer sur Social Dance, ce côté un peu talking heads, très dansant, voilà. Et puis en plus Agoria, bon, c'est un gros show aussi. On ne sait pas trop à quoi s'attendre parce qu'on n'a pas écouté de son. Lui, il a envoyé des messages, etc., que j'ai trouvé un peu difficile à comprendre. Mais c'est vrai, je sais pas. Mais voilà, donc c'est très mental son truc. Mais en tout cas, je pense que ça va être très très chouette parce que c'est un très bel artiste. Voilà, donc on attend tous de voir ce que ça va donner. Ouais, c'est une grande première pour lui comme pour nous. Et oui. On le recevra aussi pendant ces émissions ici, Dig Diggers à Rennes. Tu nous as dit ce que tu faisais tout à l'heure. Tu voyais ta cousine de Bordeaux. Tu vas où après, là, juste maintenant? Là, je vais aller voir Bob Andy, voilà, groupe de Rennes qu'on accompagne qui joue donc à l'étage. Et après, je ne vais pas rater Ceylon. Voilà, je suis allé les voir tout à l'heure, les rencontrer parce qu'il y a un morceau que j'adore qui s'appelle La Montée des Marches, qui est d'ailleurs sur la compile des Trans, qui dure 9 minutes. Oui, adjugé ici, je vois ça, bravo. Et je leur ai demandé, alors, dans le set, à quel moment vous le faites? Parce que je ne veux pas le rater, ce morceau. Ah bah oui, tu vois, et puis... entre là-bas, ici, bouger, le truc qui tombe dessus, blabla, là. Bien ton micro devant la bouche, 10 minutes, voilà. Alors, en plus, ils m'ont dit que normalement, ils ne le jouent plus, mais ils vont le jouer là. Ouais. On le sait, tu nous le disais pour la rencontre qu'on a pu faire pour les radios Ferrarock, pour une émission ensemble tous les deux, qui a été diffusée sur toutes les radios. Toi, tu vas parfois sur quelques festivals comme le festival Great Escape pour aller voir des groupes. Est-ce que en retour, il y a quelques programmateurs de festivals qui viennent te voir et qui viennent les groupes que tu programmes ici aux rencontres transmusicales? Ouais, justement, il y a des gens qui viennent du Great Escape cette année. Donc avant, on a eu des gens qui venaient de South by Southwest. Mais par exemple, si je peux te citer, là-bas, je n'ai pas rencontré tout le monde. J'ai vu des journalistes aussi brésiliens qui sont là, de festivals aussi du Brésil. Mais il y a des gens, si tu veux, maintenant avec les réseaux sociaux. Je connais bien le programmateur du festival Roskilde au Danemark. Il s'appelle Peter. Mais Peter, dès que la prog des Trosses sort, si tu veux, voilà, il va checker, il regarde et il book, lui. Il ne se dit pas qu'il va aller les voir sur scène avant. Ça l'intéresse, qu'il est très sur les trucs de world music aussi, etc. Il a booké BCUC sans les avoir vus au trans et tout de suite il les a fait là-bas à Paris. Bon, vous le savez, c'est un festival qui compte, évidemment. Transmusical. J'espère. Oui, évidemment. Merci Jean-Louis d'être passé vite fait en coup de vent comme ça, parce que le vent est un peu frais d'ailleurs en ce moment. Ouais, mais c'est bien. C'est froid et sec. C'est mieux que la pluie à torrent et tout ça. Voilà. On te retrouvera bien sûr tout au long du festival, pas forcément dans l'émission, mais devant des groupes évidemment. Merci d'être passé. On va écouter justement maintenant Social Dance, un groupe qui jouera après Agoria. Voilà ce soir. Et que tu iras voir aussi et tu iras danser sur leur musique. On retrouve le groupe en interview juste après avec Anaël. Bon festival, Jean-Louis Brossard. Bonne trans à tous. Yo. Elle m'a menacé,
est toujours en direct des trans musicales à Rennes avec les radios du réseau Ferrarock. Et après avoir reçu le programmateur Jean-Louis Brossard, on est à présent avec le groupe Social Dance qui vient de Marseille et qui joue ce soir au Hall 8 au Parc Expo à 1h20 du matin. Salut Faustine, Thomas et Ange et bienvenue sur le plateau des radios Ferra. Salut. Salut. Merci beaucoup de nous accueillir. Merci beaucoup. Eh ben, enchanté. En tout cas, vous avez sorti votre premier EP Rumeur le 25 novembre 2022 sur 2 labels. Un label québécois qui s'appelle Lisbonne Luxe Records et un deuxième label qui est marseillais, lui. On en reparlera tout à l'heure. Mais avant de revenir donc sur cet album, j'aimerais qu'on parle un peu de la création de Social Dance, puisque vous faites du disco pop, un style musical qui donne envie de danser, de célébrer, de se défouler sous une boule à facettes. Bref, tout ce qu'on ne pouvait plus faire en 2020 au moment de la formation du groupe, à une période où vous étiez aussi en colocation. Est-ce qu'on peut revenir sur la création du projet Social Dance ? Alors voilà, Social Dance s'est créé réellement en 2020 avec Thomas. Du coup, on joue ensemble depuis beaucoup plus longtemps, mais vraiment le projet existait à partir du moment où Faustine est arrivée dans l'équation. Et effectivement, on est en colocation depuis pas mal de temps et ça nous permet aussi de bien faire motiver le projet et en faire le centre, quoi. Donc vous cool. Étiez en colocation en 2020 ou vous étiez déjà colocataire depuis un petit moment et c'est vraiment le moment du confinement qui vous a donné envie de créer ? Ben oui, en fait, on s'est mis en colocation à Lyon. On a habité à Lyon pendant 3 ans et on était déjà depuis 1 an et demi, 2 ans en colocation quand le projet s'est créé. Et là, on est rentré à la maison à Marseille et on s'est à nouveau mis en colocation. On vit vraiment la musique ensemble. Et alors, avant ce projet, est-ce que respectivement vous faisiez de la musique ? Vous étiez déjà dans des groupes, il me semble que Thomas et Ange, vous connaissez depuis un petit moment. Ouais, c'est ça exactement. En fait, avec Ange, on joue ensemble depuis qu'on a 12 ans, je pense. On s'est rencontrés sur un banc du collège de manière un peu hasardeuse et on s'est retrouvés dans nos influences. Et en fait, c'est parti de là et on s'est jamais lâché. Et aujourd'hui, voilà, ce projet-là, on est hyper content de pouvoir le porter ici au Transmusical. Et alors dans cet ancien projet, est-ce que vous étiez déjà à la guitare, à la basse ? Il y avait déjà des rythmiques funk, disco ? Non, en fait, pas vraiment. Je pense que c'est venu avec le temps. C'est venu avec le temps, exactement. Ouais. En fait, de base, Ange a toujours fait de la guitare et moi de base je fais de la batterie et maintenant je fais plus du synthé et je chante. Et ce qui est cool, la particularité, c'est qu'on chante tous les 3 maintenant et qu'il y a vraiment de la vie dans tout ça. Donc en fait, je pense qu'avec le temps, il y avait vraiment eu cette notion de s'enlever des limites et tu vois, d'essayer de vraiment faire danser les gens, quoi. On s'est vraiment réunis là-dessus. Mais d'ailleurs, on décrit votre musique comme un patchwork flashy qui vraiment navigue aussi entre l'anglais, le français. Faustine, donc tu as rejoint le groupe en 2020 et tu composes également. Comment est-ce que tu comment est-ce que tu as amené ta patte à ce projet ? Comment est-ce que tu travailles Finalement, ça s'est fait un petit peu naturellement. Justement, on avait un studio à la maison à Lyon et ils étaient en train de composer pendant le confinement. Et puis, je suis arrivée comme ça. J'ai un peu chanté et en fait, on s'est rendu compte que ça marchait super bien. On était plutôt contents du résultat, donc on a décidé de créer le projet après. Mais il s'est passé plein de choses pendant ce confinement. Hein. Mais voilà, ça, je pense que c'est la chose la plus constructive qu'on ait pu faire. Et voilà où on en est aujourd'hui et on a gardé ma voix et ma créativité sur le projet. Est-ce que tu t'es mis aussi un petit peu au synthé ? Oui, du coup sur scène je fais du synthé et des vocales et quelques percussions par moment. Très bien. Alors, avant de sortir ce premier EP Rumeur en novembre, vous avez sorti 2 singles. Le premier, c'est le morceau Parler qu'on a écouté juste avant. Il est sorti le 3 juin avec un clip sur YouTube. Et donc, ce morceau, ça parle du tiraillement intérieur qu'on a lorsqu'il faut commencer à s'exprimer, à dire ce qu'on a sur le cœur. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur ce morceau ? Ce sujet il s'est imposé assez rapidement à mesure où on commençait à composer. Nous on commence par les mélodies, puis ensuite on essaye de développer un sens général. Et en fait ça s'est très vite, on s'est servi du fait qu'on était 3, qu'on chantait tous les 3 sur le même morceau pour se faire un système un peu de réponse, de questions-réponses comme ça. Et il s'avère que le thème qu'on a décrit à la fin, c'était justement cette espèce de tiraillement qui a parlé. Et on a quand même choisi de laisser les gens s'exprimer par la danse, notamment en live, je pense. Et puis vous continuez de vous exprimer avec ce deuxième single qui est sorti quelques mois plus tard, Fais-le pour elle. Alors là, le thème est un petit peu moins clair, je trouve qu'il est un peu plus mystérieux. Est-ce qu'on peut l'éclaircir ensemble ?
Je sais pas si on va l'éclaircir, mais on peut donner des éléments de réponse plus ou moins. En fait, ouais, c'est ça exactement. En fait, ce texte-là, il est cool parce que en fait, déjà, c'est un peu une réponse pareille en termes mélodiques, c'est-à-dire que on trouvait qu'il y avait un côté un petit peu naïf quand on a composé, on va dire, le morceau derrière, quand on a fait la composition, et c'est ça qu'on voulait un peu apporter, une espèce de naïveté de double lecture. Qui nous est cher et dont on aime beaucoup dans nos inspirations. Quand il y a des doubles lectures, on adore ça, et donc il y a une espèce de double lecture qui nous est personnelle, on va dire, et c'est ça qu'on adore, quoi. Ouais. Alors justement, en parlant d'inspiration, peut-être qu'on va parler aussi un peu de vos influences qui, on l'a compris, sont assez multiples. On peut citer évidemment les Rita Mitsuko pour leur énergie, mais aussi la trance des Talking Heads, qui est une grosse source d'inspiration pour vous, je crois, mais aussi des LCD Sound Systems. Est-ce qu'il y a d'autres influences à ajouter, ou est-ce qu'on peut déjà parler de ces trois sources qu'on vient de citer ? Bah évidemment, déjà en fait, je pense que la référence la plus claire entre nous tous, c'est Talking Heads. En fait, on s'est pris une grosse claque en regardant le live Stop Making Sense, qui est un live immense, scénarisé, avec des morceaux exceptionnels, dont des morceaux qui font notre référence actuellement. Et en fait, au-delà de ça, il y a les groupes que tu as cités, mais il y en a plein d'autres. Et en fait, on essaie de faire un mélange de beaucoup de références qu'on a, en fait, on écoute, je pense, toutes des musiques très différentes, et on adore écouter plein de musiques, quoi. Et à Marseille, qu'est-ce que vous écoutez ? Est-ce que vous êtes proche de certains groupes locaux ? À partir du moment où on est arrivé à Marseille, on a pu un peu s'insérer dans la scène, entre guillemets. On était contents, on a fait quelques bonnes rencontres, surtout dans le domaine un peu post-punk. Là, par exemple, il y a un groupe qui s'appelle Glitch qui passe au bar en trance. Et on est très très contents qu'ils jouent le même jour que nous. On était très heureux, on s'est envoyé des messages interposés, et on était très contents. Et puis, je pense que tous les groupes qui tournent autour de Glitch, on les aime bien, et ouais, naturellement on les soutient, quoi. Et puis Marseille, c'est une ville ultra vivante pour plein d'aspects. En fait, il y a toutes les musiques à Marseille qui sont représentées. C'est assez impressionnant, et ça nous arrive de sortir en club ou de sortir écouter de la techno, de l'électro, même on a beaucoup d'artistes rap autour de nous, chansons françaises, moi je pense à Sin Charles aussi, qui est dans notre label du coup à Marseille, qui est un artiste qu'on adore, qui a beaucoup de sensibilité. Et puis voilà, en fait, ce qui est cool à Marseille, c'est qu'il y a vraiment un retour, je dirais, de la culture et de la musique, une genre d'effervescence qui se crée en ce moment, et c'est super cool et c'est super agréable d'en faire partie. Alors cette année, donc vous jouez ce soir, donc au Transmusical à Rennes, c'est votre première date bretonne. Dans 2 jours, vous jouez à 7, et cette année vous avez fait 16 dates à peu près, je crois, en tout. Donc vous avez 25, je pense, 25 dates. Ah ouais, d'accord. J'avais ouais. pas du tout c'est pas grave, le document à jour. Donc, donc plus de 20 dates en une année. Comment ça s'est passé le passage de la coloc où vous avez commencé à créer Social Dance et la scène ? Du coup, sortir la musique de notre chambre, c'est ça qui était intéressant. Et en fait, nous, on a commencé les lives en février de cette année. Donc ça a été une pente qu'on a bien gravie, je pense, étant donné où on en est aujourd'hui. Et c'était bon de savoir qu'on pouvait partager cette musique-là, et d'avoir un autre œil que le nôtre, ou même celui de nos proches sur notre musique. Et en fait, on a vite compris que c'était une musique de live. Et je pense que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour essayer de partager ça. Danser le public des trans. De ouf, et surtout on s'est pris une grosse claque au début, parce que depuis longtemps avec Ange, comme je disais, on faisait pas beaucoup de live, et en fait on avait vraiment cette notion de musique studio. Et en fait, de la porter en live, on a vu à quel point ça avait un impact très rapide sur le public et tout. On a dit, en fait, on veut faire que ça, quoi. Donc on est hyper content d'enchaîner, on a hâte de continuer maintenant. Alors dans vos clips, on voit que c'est quand même un univers très coloré, très flashy. Est-ce que sur scène, on a un peu aussi la même ambiance On essaye de traduire un peu plus d'énergie, je dirais. Après, au niveau des tenues, on a essayé de faire un petit travail ensemble. Et je crois que ça a bien marché. Après, on va pas spoiler le concert. On aimerait bien que vous veniez tous. À 1h20 au 1h20. Voilà. Mais oui, non, c'est quelque chose qu'on a voulu intégrer dans notre musique, parce qu'on a senti cette ambiance vraiment dans notre studio, et on a voulu l'amener en live, quoi. Alors on peut parler aussi des 2 labels sur lesquels vous avez signé, donc ce label québécois qui s'intitule Lisbonne Lux Records, et ce label marseillais In-X Label. Comment ça s'est passé, cette signature sur 2 labels ? En fait, du coup, Julien du label Lisbonne Lux, du coup au Canada, à Montréal, c'est quelqu'un avec qui on a été rentré en contact pendant le confinement. On voulait lui faire écouter notre musique, on aimait beaucoup son label, et en fait ça se fait assez naturellement. Il nous a répondu très vite, on est rentré en contact, et ça a été un peu... il nous a donné beaucoup de conseils au début quand on était
s'est un peu perdu quand on s'est dit la masse de travail qu'il y a à faire pour créer un live maintenant, quoi. Et ça s'est fait un peu comme ça naturellement au fur et à mesure du temps. Et en fait, quand on est revenu sur Marseille, on a du coup rencontré le label Inex et en fait on s'est dit on va essayer de travailler avec les deux, on va essayer de faire cette coproduction un peu inattendue, on va dire, quoi. Et en fait ça nous plaît trop parce que du coup il y a une synergie incroyable entre les deux labels et c'est hyper kiffant de faire partie de ce projet là, quoi. Donc aujourd'hui l'équipe elle est à peu près formée, vous allez continuer avec ces mêmes personnes pour 2023 ? On est bien parti pour. Bien sûr. D'ailleurs il y a des dates de prévues pour l'année prochaine ? Rien de confirmé encore, mais il y aura des dates, oui. Oui, c'est sûr qu'il y aura des dates, et des belles dates. Très bien. Et en attendant, on se donne rendez-vous ce soir donc à 1h20 au Hall 8 des Transmusicales au Parc Expo pour découvrir Social Dance pour leur première date bretonne. Merci beaucoup Ange, Thomas et Faustine d'avoir été avec nous. À bientôt, merci. À ce soir. Et merci à Anaël pour cette discussion avec le groupe Social Dance. On va poursuivre cette émission Dig Diggers, toujours en direct des rencontres transmusicales à Rennes, avec Bel Air qui est juste là. On le voit ici sur le plateau. Il sera des nôtres dans quelques secondes, passé à la question par quelques animateurs de Radio Béton à Tours. On écoute avant de le retrouver ce titre Daytime, Bel Air sur vos radios Ferrarock. Daytime. Pourtant, je sens qu'on peut se trémousser toute la nuit sur ce morceau Date at the Disco. C'est Bel Air et c'est l'album Date at the Disco qui héberge ce morceau-là. Je crois que nos amis Robin et Pablo de Béton meurent de lui poser quelques questions. Absolument. C'est vrai, hein. Absolument. Salut. Salut. Bienvenue sur le plateau. Comment tu vas déjà pour commencer ? Trop bien. Bah écoute, je suis trop content d'être là. Très très content et ça va être une super soirée. Et bah ouais, justement, je voulais introduire un peu l'interview avec ça. T'es DJ, donc DJ producteur, plutôt affilié à une scène house, disco aussi, de plus en plus, on vient de l'entendre. Plutôt habitué à jouer dans des clubs. Comment t'abordes une date comme celle-ci, qui est ni dans un club, dans un festival, mais pas comme dans un festival qu'on peut imaginer, un festival d'été notamment. Est-ce que t'abordes ça différemment qu'un set classique, comme tu peux faire au Rex, j'ai vu ça, bravo, récemment, ou est-ce que tu y as une approche un peu différente là-dessus ? Pas du tout. En fait, moi, c'est vraiment toujours au feeling que je joue. Donc, j'ai ma clé avec, je sais pas, 2000 morceaux et je jouerai ce qui me vient en tête en regardant les gens en face de moi. Donc, c'est là où c'est intéressant, c'est que je prépare jamais mes sets. C'est toujours au feeling et du coup, c'est vrai qu'il y a moins le stress de se dire bon,
j'ai préparé ça, est-ce que ça va marcher avec tel public. Moi j'aime bien improviser et j'ai toujours mon morceau d'intro, ça c'est important. Mais le reste, c'est au feeling, quoi. Ok, donc jamais aucune préparation avant tes sets. Non, pas vraiment. Bah juste, chercher des nouveaux morceaux, évidemment, toujours à jouer. Ouais. Mais jamais de préparation vraiment de ce que je vais jouer, quoi. Ouais, tu te laisses porter par la vibe du moment et comment ça réagit ou pas. C'est ça. Et bah justement, on va revenir un peu sur ton parcours. Évidemment, je vais être obligé de te parler de Paris City Jazz, tu t'en doutes. Ouais. Morceau qui a quand même connu un succès assez dingue. Je suis allé voir tout à l'heure, on est quand même à plusieurs dizaines de millions de streams maintenant. Comment tu l'as vu arriver ce truc? Comment tu l'as vécu? Bah, c'était un peu un ovni parce que finalement on l'a sorti, en fait c'était une époque où on sortait sur YouTube nos morceaux et en fait il est sorti sur une chaîne qui s'appelle Houseum maintenant et qui est très grosse maintenant. C'est une chaîne qui partage de la house en fait pour les gens qui connaissent pas. C'est une sorte de promoteur de musique et en fait à l'époque c'était une toute petite chaîne aussi et en fait on a tous les deux pris en même temps. Donc le morceau a pris sur sa chaîne tout seul en fait et ça a été très rapide et c'est vrai que c'était une énorme surprise, quoi. Ouais, tu l'expliques comment? T'as l'impression d'avoir un petit coup de pouce de l'algorithme Pas vraiment, je pense que... Alors c'est possible, en soi c'est possible, mais je pense que c'est vraiment un morceau qui me définit très bien en termes de vibe et de la DA du projet finalement qu'elle a pris par la suite. Je trouve que c'est un des morceaux fondateurs finalement de ce que je fais encore aujourd'hui, avec des influences house, jazz, rap aussi, parce qu'il y a un petit acapella de rap. Donc c'est intéressant de voir que c'est celui-là qui a pris et pas un autre en fait. Ouais, excuse-moi Pablo. T'inquiète. Et du coup, ça t'as pas eu l'impression que ça t'a freiné? Genre tu penses que c'est vraiment dans ton esthétique même que tu fais aujourd'hui? Genre t'as pas eu l'impression ça a eu un succès énorme, est-ce que je suis obligé de rester dans cette vibe là ou est-ce que je peux un peu suivre ce que je veux Non, finalement, je me suis jamais pris la tête en fait. J'ai jamais eu cet après-coup, tu vois, de me dire là, il faut que je refasse déjà quelque chose d'aussi gros. Parce que c'est pas possible en fait de faire ça finalement et c'est les gens qui en décident toujours au final de si un morceau va marcher et non pas du tout en termes de genre finalement je me suis jamais bloqué sur ok il faut que je fasse des morceaux comme Paris City Jazz, non pas du tout. Ouais, peut-être toujours en mode feeling dans la vibe, tu continues et carrément puis, ça prend ou ça prend pas, quoi. Exactement. Est-ce que tu te sens un peu obligé de le jouer justement ce morceau dans tes sets? Obligé non, mais ça me fait plaisir. Donc je le joue parce que j'ai l'impression que voilà, c'est quand même le morceau. C'est comme si tu vas à un concert de, je sais pas moi, de Johnny Hallyday et qui joue pas de Allumer le feu, quoi. Ouais. C'est un peu triste, quoi. Les gens ils aiment bien, avoir le morceau qui a le mieux marché. Donc ouais, c'est vrai que je le joue à tous mes sets encore. J'en ai un peu marre, hein, mais je le joue quand même. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Justement, parlons de choses un peu plus récentes. L'album, l'EP, Date at the Disco, qui est sorti l'année dernière, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. L'été dernier. Qui est différent, normalement, quand même, je trouve, que ce que tu as pu faire à l'époque de Paris City Jazz, qui a une approche plus jouée, plus organique aussi, d'une certaine manière. On sent que tu te détaches un peu du sample, même s'il y en a encore. C'est quoi le chemin? Qu'est-ce qui t'emmène vers ce disque? Alors déjà la réflexion c'est pour aller vers ce disque c'est il faut que j'arrête le sample parce qu'on n'a pas les droits sur les samples forcément qu'on utilise et du coup ça amène vers comment on fait finalement pour faire de la musique alors que j'adore ça sans sample et on simplement on enregistre des instruments et donc du coup en fait moi j'ai fait appel à un trompettiste à plein de gens dans mon cercle proche de musiciens et musiciennes qui sont venus enregistrer sur des morceaux, de la basse. En fait, tout est enregistré. Et donc moi, je faisais les maquettes en fait chez moi tout seul sur le logiciel. Et ensuite, on re-enregistrait tout par-dessus. Et c'est ce qui donne le côté un peu quand même samplé finalement, où tu peux retrouver quand même le grain qu'il y avait avant. Mais par contre, c'est vrai que tu as raison, c'est complètement une autre vibe de ce que j'avais proposé avant. Et voilà, donc j'étais très content. Et justement avec ce processus créatif qui est finalement plus celui d'un groupe, est-ce que le format DJ set pour restituer ce travail-là te convient ou est-ce que tu te verrais quand même beaucoup plus jouer en groupe? Ça c'est super intéressant parce que finalement on se rend compte que ce projet-là sur le long terme sera un projet de live. Enfin, moi c'est ce que je pense de toute façon. Ah ouais, on l'imagine tout à fait. Parce que finalement voilà, mais c'est pas du tout d'actualité. Parce que déjà j'adore les DJ sets, j'adore ça, c'est vraiment une passion aussi grosse que la composition à la maison. Et deuxièmement, un live ça prend de l'énergie, du temps, une équipe à monter, peut-être un projet d'album autour aussi que j'ai pas encore. Et donc finalement ça viendra un jour c'est sûr,
avec un groupe, un band quoi. Mais c'est pas d'actualité. Ok, on suivra ça. Et justement, pour parler du live, t'as monté il y a quelques années à AOC Records. Ouais. Qui a une approche justement assez live en fait sur les musiques électroniques. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette petite maison ? Carrément. En fait, à la base, on était 2 dans ce label-là. On était Georges, donc c'est un artiste de chez AOC. Avec qui t'as bossé, j'ai l'impression. Avec qui on a fait un EP aussi, ouais. On a fait un EP ensemble, commun. Et en fait, c'est la première personne qui, je crois, m'a ouvert les yeux sur comment faire du live. Comment faire du live, en fait, c'est quelqu'un qui est extrêmement talentueux. Donc lui, il joue de la guitare, du clavier et il compose aussi comme moi. Et lui, en fait, on a tout de suite vu en lui un projet live qui allait se développer. Et là, en ce moment, il est en train de le défendre. Donc c'est super. Et en cours de route, donc il y a 1 an et demi maintenant, on a récupéré un artiste qui s'appelle Baumel, qui est extrêmement talentueux lui aussi. Et alors lui, il n'y a pas eu 1000 questions, c'était du live. C'est un artiste, pour moi c'est un showman, donc c'est un artiste qui a toute sa place sur scène. Et donc on est 3 pour l'instant à partager ce label de house, une vraie petite famille quoi. Et on invite les auditeurs auditrices à suivre tout ça. On est malheureusement pris par le temps, on va devoir en rester là. C'est dommage, on aurait eu d'autres choses à se raconter. T'inquiète. En tout cas, on te souhaite un excellent set ce soir du côté beaucoup. du Parc Expo. Merci. On souhaite à tout le monde de venir te voir. Merci, gros bisous. Merci à vous deux, merci à Bel Air. On poursuit avec cette fois des ambiances un peu plus caribéennes. On va du côté de la Martinique en passant par Bordeaux quand même avec Ariel Tintar que vous retrouverez là en live, mais non, en interview là, parce que le concert c'était mercredi soir à l'Ubu, comme nous le disait tout à l'heure Jean-Louis Brossard. On l'écoute avec ce titre Taxi Caraïbes et puis juste après, ça sera l'interview de Ariel Tintar par Anne-Laure et Elodie. Mais pour l'instant, on part en Martinique, mais oui, carrément. Ici Taxi Caraïbes, d'île en île navigue. Taxi Caraïbes, d'île en île navigue. Ici Taxi Caraïbes, d'île en île navigue. Sur son vélo moteur, le taxi Caraïbes a au creux de son corps un caillou bidonville, un coquillage douleur, un coupe-coupe terrible. Ici Taxi Caraïbes, d'île en île navigue. Taxi Caraïbes, d'île en île navigue. Sur son vélo moteur, le taxi Caraïbes klaxonne tout le malheur des volcans endormis. Ici Taxi Caraïbes, d'île en île navigue. Ici Taxi Caraïbes, d'île en île navigue. Sur son vélo moteur, je monte et je m'enfuis. Quelle douceur, quelle envie d'y être presque à la Martinique dans ce Taxi Caraïbes avec la voix d'Ariel Tintar qui moi m'évoque pas mal peut-être celle de Pierre Barou sur son label Sarava, un des découvreurs de la bossa nova en France.
Je vais laisser alors parler avec Ariel, qui est notre nouvelle invitée dans cette émission Dig Diggers, toujours à Rennes, toujours avec la radio Ferrarock, toujours pour les transmusicales. Toujours en direct des transmusicales, oui. Donc avec Ariel Tintard, donc bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez commencé en fait avec un groupe ce qui s'appelait Pendentif. Oui. Ensuite, en 2016, vous avez fait un EP qui s'appelait, alors c'était Moine Menti. C'est ça, Moi Menti. Et Moi Menti. Avec, il y avait d'autres personnes, il y avait Blandine Melpier qui était avec vous. C'est ça. Et c'était sous le nom de Ariel. Et là, enfin, vous sortez un EP qui est avec votre nom complet, donc Ariel Tintard. Et alors la question que je me posais, c'est est-ce qu'il a fallu passer par travailler avec d'autres pour pouvoir oser en gros se lancer en tant que son nom propre? Est-ce que c'est une consécration, quoi? C'était un objectif dès le début et il fallait passer par d'autres étapes? Non, c'était pas du tout un objectif dès le début, c'est plutôt des différentes temporalités. J'ai commencé avec ce groupe, Ariel, on était en collaboration, on composait ensemble. Et petit à petit, je me suis rendu compte que j'étais plutôt solitaire et je crois que je préfère être seul en fait. D'ailleurs, avant hier, je faisais des concerts uniquement en solo. Et donc ouais, c'est un peu un choix de vouloir peut-être un peu tout maîtriser, être le seul à décider. Et voilà, moins de personnes, moins de problèmes. Oui, mais entre choisir de faire quelque chose solo et carrément mettre son nom derrière, c'est vrai, vrai nom entier, il y a encore une étape différente. Il y a encore une étape. Tout ce disque a été comme un cheminement pour aller vers moi-même en fait. Donc j'ai l'impression que voilà, entre guillemets, j'arrête de me cacher derrière des pseudonymes. Je suis Ariel Tintard, je vais faire plein de projets, je vais participer à plein de projets et il faut que je commence à faire connaître ce nom. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un retour en arrière possible une fois qu'on a fait ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut revenir vers des projets avec d'autres groupes ou est-ce que du coup, une fois qu'on s'est lancé en tant qu'Ariel Tintard, forcément on sera identifié en tant qu'Ariel Tintard, quoi qu'on fasse en fait? Ah, ça je sais pas, c'est un peu les mystères, un peu des médias et tout ça, je dirais, mais en tout cas, je ferai, je pense, certainement pas machine arrière. Je suis très heureux de ce disque, très heureux d'avoir pris position sur ce choix de nom, et voilà. Alors justement, donc c'est un premier EP qui s'appelle Seconde Peau, qui est sorti donc cette année. Il y a déjà 2 morceaux qu'on peut retrouver. Qui sort demain. Qui sort demain. L'EP sort demain, c'est ça. Et vous avez déjà mis par contre sur les plateformes 2 morceaux. C'est ça. On peut voir déjà 2 morceaux. Et alors ce que je trouve intéressant dans ces 2 morceaux, c'est qu'il y en a un qui est chanté en créole, oui, mais qui a une musique avec du piano qui est, que je trouve assez classique. Et l'autre qui est chanté en français, qu'on a entendu tout à l'heure, mais avec une guitare très caribéenne. Et je voulais savoir comment vous mixez justement ces 2 univers, parce que ils sont tous les morceaux en fait montrent ces deux facettes-là en fait. Et donc ce métissage, c'est votre histoire aussi, mais comment vous le construisez dans vos morceaux? J'avoue, je réfléchis pas beaucoup à ça. Je sais que j'ai plein de palettes, plein de possibilités et plein d'histoires à raconter. J'ai commencé avec la musique classique quand j'étais tout jeune. Je me suis mis à faire de la guitare tout seul, en autodidacte, en refusant les cours, un peu comme dans un rejet du conservatoire. Et maintenant, à 30 ans, j'essaie de mêler les deux, de mêler un peu cette préciosité de la musique classique, des arrangements, et tout au groove. Et je mêle ça au groove, je mêle ça à plein d'influences, en effet afro, caribéenne, mais aussi brésilienne. Donc voilà, c'est peut-être parfois déroutant pour peut-être certains auditeurs, mais je montre ce que je suis tout simplement. Et justement, en fait, on pourrait poser la question autrement en disant, mais quelle est l'histoire que vous voulez raconter justement par ce métissage, par cette couleur que vous donnez à votre musique qui est très particulière? C'est quoi l'histoire que vous voulez raconter? Il y a quelque chose que j'aime bien dire, c'est que je suis créole, je suis français, on s'attend à ce que je fasse du zouk, on s'attend à que je fasse danser les gens. Et quand on m'écoute jouer au piano, on est très surpris. Donc c'est un peu ça que je veux raconter. On peut être créole et on peut avoir 1000 influences différentes. Je suis avant tout musicien et
je cesse jamais d'apprendre et de métisser ma musique. Je travaille déjà sur des prochains titres et je m'intéresse beaucoup à la musique israélienne par exemple. J'ai pas de limite, mais j'espère qu'on me laissera m'exprimer et exprimer des choses avec ma musique. Sur le côté histoire, ceux qui ont la chance de vous voir hier, on parlait aussi vous avez beaucoup parlé de votre père qui était martiniquais, ça fait partie aussi des choses. Vous vouliez raconter son histoire ? J'ai écrit ce titre qui s'appelle Monsieur Bolo, qui est donc sur l'EP, qui sortira demain. Je parle de ce qu'a vécu mon père, du racisme qu'il a vécu dans son métier, donc il était douanier. C'était pas facile pour lui d'être accepté puisqu'il était et noir et compétent. Et voilà, dans certains métiers, c'est pas forcément bien vu. Ce que je raconte aussi dans cette chanson, c'est à quel point il s'est jamais vraiment rendu compte de ce racisme. Ce racisme, c'est moi qui le vois. Et c'est moi qui le ressens. Lui, pour lui, tout va bien. Il a complètement intériorisé cette espèce de mentalité. Ça lui allait très bien en fait d'être. Ce plafond de verre ne l'a pas vraiment dérangé. Voilà, c'est moi que ça dérange. J'aimerais en venir aussi à votre voix. On l'a évoqué un tout petit peu tout à l'heure hors micro, mais donc votre voix, elle est à la fois. Alors vous montez parfois très très haut dans les aigus. Il y a quelque chose d'angélique, il y a une douceur. En fait, je trouve que votre voix, elle ressemble à votre travail de métissage, c'est-à-dire c'est toujours sur un équilibre. Je travaille beaucoup sur ma voix. C'est vraiment, je me considère chanteur avant tout. Je travaille beaucoup dans plein de registres différents et c'est, je pense, tous ces registres qui m'ont donné cette faculté un peu de m'adapter, de travailler sur plusieurs tonalités, plusieurs registres. Donc, j'ai pu faire de l'opéra, j'ai pu faire de la variété. Je m'amuse avec ma voix et je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais... Si, très bien. C'est un vrai travail en soi. C'est un vrai travail en soi, je dirais même acharné. On va pouvoir écouter ça donc à partir de demain, puisque l'EP sort demain. C'est ça. Et donc ça s'appelle Seconde Peau de Ariel Tintard. Et ce qu'on a vu était magnifique et toutes les critiques sont dithyrambiques. Hier c'était plein à l'Ubu. Oui. Plein de gens n'ont pas pu rentrer dans l'Ubu pour voir le spectacle. Donc merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup. Merci à vous deux, merci Ariel, merci à Laure qui va rester des nôtres dans quelques instants puisqu'elle va on reçoit sur ce plateau ici de Dig Dig Diggers deux des membres de Astéréotypie. Ça va être Claire et puis Arthur. Vous les avez pas mal entendus sur les radios Ferrarock, sur l'excellent album Personne ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme. Et bien c'est justement ce titre-ci qu'on va écouter par Astéréotypie, évidemment programmé en live au 44e rencontre transmusicale. J'aimais énormément mon grand-père. C'était quelqu'un de passionnant. Il connaissait par cœur l'histoire d'Arménie. Je le surnommais Atabaï. Je porte sur moi le livre qu'il a écrit, un livre sur ma famille qui raconte l'histoire des grandes familles arméniennes. Je suis le descendant de princes. Mon grand-père était diplomate à Johannesburg, à Sao Paulo, à Alexandrie. Il n'aimait pas trop son père, mais il aimait beaucoup sa grand-mère. C'est le meilleur des grands-pères. Dans mes veines coule du sang royal, noble. Je sens l'héritage d'Atabaï. Je ne suis pas comme vous, je ne suis pas comme n'importe qui. Je viens d'une famille exceptionnelle. C'est pour ça que je ne parle pas comme les autres de mon âge, mais comme un historien. Je vais être considéré comme pacha. Je vais être considéré comme pacha. Je n'aurai plus d'obligations, mais des propositions, plus de contraintes. Je n'aurai pas à faire la vaisselle, essuyer les assiettes. Je veux être servi, je veux que l'on me lave, que l'on remplisse mon bain. Je veux même plus écrire les SMS moi-même. Je veux qu'on le fasse à ma place, qu'on me tienne le téléphone sur l'oreille. Je veux être porté par plusieurs servants, sans devoir marcher jusqu'à l'avion, jusqu'à la première classe. Je veux qu'on aille au McDo à ma place, pour me chercher ce que je désire.
J'aimerais être un pacha, en mode pacha. Apportez-moi des gâteaux, emmenez-moi dans le jardin quand il fait beau, préparez-moi à manger tout de suite. Coiffez-moi, habillez-moi, laissez-les entrer, ce sont des amis à moi. Préparez le repas pendant que je discute avec eux. Je veux être un pacha, assis confortablement, que l'on soit à mon service, en mode pacha. Extrait de l'album Personne ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme, c'était le titre Le Pacha. Une petite erreur tout à l'heure d'annonce. On va pouvoir les retrouver puisque Elodie et Anne-Laure ont eu envie de parler à deux des membres du collectif Astéréotypie. C'est Claire et Arthur. Bonsoir monsieur. Bonsoir. 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 Bonjour. Bonsoir. Alors nous sommes très heureuses de vous accueillir aujourd'hui dans le studio pour la sortie de votre 3e album et votre passage au Transmusical. Avant de revenir sur le 3e album, on se demandait comment est né le projet Astéréotypie. C'était en 2010, le jour où je ne suis pas encore arrivée. Et oui, Ça m'était jamais arrivé et je suis arrivée à 4 ans. Il y a 4 ans. Grâce à la proposition de Christophe Lullier, effectivement. Et oui, il est né avant que Claire arrive et avant que j'arrive aussi. Et j'ignore qu'est-ce qui avait fondé ça. Est-ce que c'est pas Christophe Lullier justement qui a lancé ce... Je n'en ai aucune idée. Il suffit de le demander d'abord. On lui demandera si on c'est bien croise. Christophe Lullier. C'était un atelier de poésie, Claire. Exactement, Ouais. c'est un atelier de poésie et d'écriture. Je l'adore. Et je ne savais pas que nous faisons des musiques après, sans ignorer ce qui se passait. Alors justement, comment s'est passé le lien entre d'abord les mots et puis ensuite la musique qui s'est rajoutée? En effet, les liens et les idées se passaient exactement à merveille comme j'espérais. Claire n'aime pas trop parler du passé, donc... Non, c'est bon, on va pas parler de ça. Ouais. Mais Arthur, on va pas parler de ça, on Oui, n'en a oui. pas l'intention, Voilà, c'est mais ça. plein d'instants présents pour aujourd'hui. Exactement. Et justement, Il faudrait y maintenant, penser, carpe diem. Actuellement, quand vous créez un morceau, en fait, ça se construit comment? Est-ce que ça commence par le texte? Est-ce que la musique, elle vient après? Est-ce que la musique, vous la choisissez ensemble? Comment on construit un morceau, en fait, dans le collectif Astéréotypie? C'était pour faire tout. Plus que je laisse faire les musiciens choisir les sons, et plus que mes fêtes, je les utiliserai ce que j'avais fait au confinement. Parce que Claire écrit énormément. Donc ça dépend en fait, il y a 4 chanteurs et chanteuses, c'est à géométrie variable, des fois il y en a plus, des fois il y en a moins, mais en ce moment il y en a 4. Tout à fait. Et chacun a sa façon de travailler aussi. Claire a écrit quasiment des romans. Ce sont mes préparatifs, déjà passés, tout est réussite, depuis que j'ai vécu ce confinement, pour me préparer bien tranquille. Et comment vous choisissez parmi tous vos textes ceux que vous allez proposer pour qu'on fasse un morceau? Eh bien, je vois ça avec les musiciens, alors que je n'ose pas grand-chose de quoi choisir comme morceau. Comme tu texte. sais J'ai eu quand tout même. ce qu'il me fallait. Il y a eu le 3e pour me rendre heureuse, qui s'appelait Fier pour ma vie. Je suis trop contente. C'est un nouveau morceau qu'on joue ce soir. En effet, je l'avais fait au confinement. J'ai tout préparé. Et une pour ne fois pas que- copier le son et les chansons de Kefley, si vous n'avez jamais entendu parler de cette chanteuse. Non. Kefley. Sans copier. J'ai vu le film Tomb Raider Lara Croft, genre tir à l'arc. Il n'a pas respecté de ce jeu vidéo. Parce que Claire, tu t'inspires pas mal aussi des films que tu vois, des livres que tu lis. En effet, j'ai fait un roman, La magie de la nature, aussi. Un roman? J'avais fait un livre. Ah ouais. Et j'ai créé les 2 contes de fées. J'ai inspiré les 2 illustrations de Ronald Sanderson, si vous regardez sur Internet. Et en fait, ça va donc, vous Claire plaire. arrive avec ses textes, par exemple, et puis nous, on fait de la musique en improvisation, on va dire, et puis ensuite, on fixe une petite trame, Toute et on la force propose de la à beauté. Claire. Et Claire, des fois, elle dit « Oh, ça me plaît pas forcément » ou « Ça j'aime beaucoup », mais tu es Question accueillante. de ce qui est convenable. Voilà.
Ouais, quand c'est bien, c'est Pour convenable. réfléchir à ça. À part inspirer des autres films que j'ai dit tout à l'heure au campus, j'en ai inspiré 2 jeux vidéo en quelque sorte et animés japonais en même temps. Le premier, c'était Final Fantasy, le rêve intérieur, à l'aide de la chanson de Lara Fabian que j'ai traduit et que j'ai compris ce qui se passe. Mais ma prof de chant m'a appris autrement. C'est beaucoup de travail tout ça ? En effet. Et je l'ai fait moi-même pour la chanson de la défunte Donna Summer qui a interprété Pokémon 2. Et que j'acceptais de faire en version française en dehors de mon groupe collectif à la maison pour partager avec des potes. Ouais, parce que tu écoutes beaucoup de musique chez toi quand même. Tout à fait. Et vous avez parlé d'une professeure de chant. Vous avez parlé d'une professeure de chant, ça veut dire qu'il y a les ateliers d'écriture, mais il y a aussi du travail sur le chant, sur la musique. J'ai 2 conseils. La première, c'était une pseudo-pédagogue, mais structurée dans mes pensées, et l'autre, qui est harmonienne, qui s'occupe le cours de chant particulier, irrégulier. Ça n'a rien à voir avec la stéréotypie. Tout n'a rien à voir avec la stéréotypie, ça me permet de me préparer avant de venir à stéréotypie. En effet. Donc il y a quand même un travail de chant derrière. C'est vous qui choisissez justement comment. Est-ce que vous lisez les textes? Est-ce que vous les chantez? Comment vous allez les interpréter? C'est vous qui choisissez ça? C'est possible, oui. J'ai tout ce qu'il me faut pour ne pas m'ennuyer dans la répétition. C'était à Bourg-la-Reine pour ne pas que je m'ennuie, pour que j'emporte tout ce qu'il me fallait pour montrer à Christophe. Oui, parce je montrerai ça à Arthur à la prochaine répétition. L'atelier a commencé à Bourg-la-Reine dans un institut médico-éducatif qui s'appelle Alternance. Mais maintenant, le groupe n'a plus rien à voir avec ça. C'est juste un groupe de rock, en fait. Un peu folk. Un peu folk, tu trouves? Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas que du rock, il y en a du folk. T'as raison. Et Claire, on lui soumet nos propositions et puis ensuite elle... Ce sont mes propositions, je n'ose pas grand-chose. Il faut que si Arthur, que ce soit Christophe ou Benoît et Eric qui sont d'accord, je leur en parle avant. Je vous ai même pas révélé en expliquant que j'ai inspiré depuis mon voyage le Puy du Fou pour le bal des oiseaux. J'ai écrit une histoire, j'ai tout romancé. Ça c'est un nouveau texte? Je n'étais même pas au courant. Dans un carnet, oui. Ah ouais. C'est un nouveau texte, je l'ai gardé précieusement pour ne pas le perdre. Et je rêve de finir tout ce que j'avais à faire pour la Reine des Fées d'Edmund Spencer. Et celle-ci s'appelle Gloriana. Ce sont des poésies anglaises très compliquées comme sonnet. Et donc plein de nouveaux morceaux en perspective alors. En effet, oui, plein de nouveaux morceaux, que des reprises pour le moment. Alors ça va. J'ai créé quelques fables, toutes les 3. Mais c'est pas vraiment des reprises, Claire. En fait, ça c'est mes vraies idées. Tu aspires et puis ça devient autre chose, non? En effet, tout devient autre chose. Ça va bientôt être la fin de notre interview. On avait encore plein de questions, mais une question par exemple sur la scène. C'est pas banal, enfin, tout le monde ne vit pas ça. Alors, ça vous fait quoi d'être sur scène? Je suis très douce, je suis concentrée et me revoilà devenue telle que je suis. Je resterai toujours moi-même. Et la première fois, les premières impressions de la première scène, ça vous a fait quoi? Ça me met trop sous pression, mais ça va. Les publics qui sont très contents pour se donner du plaisir. C'est un groupe chouette. Et vous, ça vous donne du En plaisir? étant contente d'être toujours là. Ok. En effet. Une dernière chose à vous révéler, de quoi vous répondre. Les 3 fables sont mes vraies idées. Et ainsi que la biche soit en moi, qui sera une vraie meilleure chanson qui deviendra le 4e que j'attendrai. En fait. Voilà. Eh ben, on a hâte de vous écouter. Donc, je rappelle que vous jouez ce soir dans les hangars, donc dans le cadre des transmusicales. C'est à 22h50, il me semble. Tout à fait. Et donc, on a hâte de vous voir en live. Merci beaucoup d'être venu. Eh bien, de rien. J'ai hâte à vous apercevoir ce soir. Merci. Moi aussi. Merci. Et peut-être avec votre temps libre. Et peut-être que certains des fans du groupe Astérotypie auront envie d'aller retrouver Arthur qui lui joue sous un autre nom vendredi. Mais ça c'est une autre histoire. Je vous glisse quand même l'info au bar en trans. Mick Strauss, 9 décembre à l'Amrock. Ah oui, c'est Arthur Mick Strauss. C'est ça. Merci à Claire, merci à Mick. Eh bien de rien. Évidemment. Et puis merci à vous deux, Anne-Laure et Elodie. On arrive à la fin de l'émission, mais oui. Merci à vous, monsieur. Du 8 au 10 décembre, Dig Dig Diggers, l'émission des radios de la Ferrarock, a lieu en direct des 44e rencontres transmusicales de Rennes. Retrouvez Dig Dig Diggers sur ferrarock.org.
à la fin de cette première heure, évidemment, puisque Dig Dig Diggers va se poursuivre dans quelques instants. Merci à toutes, à tous, Anaël, Anne-Laure, et puis aussi Robin, et puis Pablo, et puis Paco, et puis Elodie, et puis Elina, pour tous, pour cette participation à ce premier moment de Dig Dig Diggers à Rennes. La suite, c'est dans quelques secondes, donc restez des nôtres, évidemment. On se retrouve très très vite. Du 8 au 10 décembre, Dig Dig Diggers, l'émission des radios de la Ferrarock, a lieu en direct des 44e rencontres transmusicales de Rennes. Retrouvez Dig Dig Diggers sur ferrarock.org. Peut-être étiez-vous déjà là pour la première heure de Dig Dig Diggers en direct des rencontres transmusicales à Rennes, peut-être non. En tout cas, bienvenue à toutes, à tous dans cette émission qui vous est proposée, comme vous l'entendiez, par la Ferrarock, par Canal B. On retrouvera tout à l'heure Audrey pour rencontrer des musiciens des îles Féroé. Il s'appelle Cowboy Kex. Avant ça, vous aurez pu entendre Ludo et Léonie de Radio Béton à Tours pour parler avec Agoria, le producteur et l'un des fondateurs du label Infine à Lyon, quand même. Il n'y est plus, mais on peut quand même le préciser qu'il était à l'origine de ce beau label de musique électronique en France. Et puis, on retrouvera aussi dans quelques instants les Rennais de Sœur Grégo. Et vous aurez droit à un premier épisode d'une série de reportages, 3 moments privilégiés avec la musicienne Zao de Sagasan qui, elle, a pas carte blanche, mais a tout ce qu'elle a envie de faire, elle peut le faire à l'air libre pendant ses concerts qu'elle donne toute cette semaine. Elle a été en résidence, nous disait Jean-Luc Brossard, le directeur artistique du festival. Oui, dans la première heure, si vous n'étiez pas là, vous la réécouterez sur ferrarock.org et on la retrouve, rencontrée donc par Lucie, journaliste à Canal B. Et vous entendrez aussi un reportage, un premier de 2 reportages par Elvire, qui est volontaire en service civique ici à Canal B, qui a eu envie de s'intéresser à des métiers parfois un peu dans l'ombre, qui font que ce festival est aussi riche. Une chef de bar, oui, elle a rencontré une chef de bar et puis aussi une responsable d'action culturelle. Ce sera pendant toutes ces émissions, j'espère que vous les écouterez toutes, évidemment, jeudi, vendredi et samedi, ou que vous les réécouterez sur ferrarock.org. On retrouve donc Lucie et Zao de Sagazan. Ici Lucie, journaliste à Canal B pour l'émission d'information. Pour une fois, je me frotte à un sujet culturel. Zao de Sagazan, elle vient de Saint-Nazaire, elle a 22 ans et un premier album à venir au printemps. Elle est arrivée lundi 28 novembre à Saint-Jacques-de-la-Lande pour mener un travail de résidence entre les murs de l'air libre. Résultat à découvrir sur scène depuis le 7 et jusqu'au dimanche 11 décembre. Rencontre tout de suite sur le sofa de la maison qui accueille les artistes. Dans le premier des 3 épisodes, Zao raconte un parcours. Moi j'ai beaucoup aimé faire de la musique à Saint-Nazaire. C'est une ville où il se passe pas mille choses, donc effectivement je pense que j'ai été face quelquefois à l'ennui et je pense que l'ennui a des bons côtés qui fait que j'ai trouvé comment m'occuper, j'ai trouvé la musique. Zao de Sagazan. Moi j'ai eu la chance d'être dans un lycée musique qui est un des lycées avec la plus grande chorale. On a une énorme chorale et on fait un concert en fin d'année. Ça s'appelle Les Irréductibles et donc c'est toute une troupe de lycéens que moi je regardais quand j'étais petite en mode j'ai trop hâte d'aller au lycée Aristide Briand parce qu'il y a Les Irréductibles et ça. Et du coup je me suis fait plein de copains qui sont restés mes très bons copains par la suite, entre autres Tom Geffray, mon batteur, et Lucie, ma manageuse, Guillaume, Montréal, plein de gens que j'ai rencontrés au lycée.
Puis il y a aussi le festival Les Escales, le VIP, il y a le théâtre. C'est quand même une ville, bien que petite, une ville qui permet plein de culture et c'est quand même super. Est-ce qu'on peut parler peut-être du contexte, on va dire, familial dans lequel tu as évolué, un milieu artistique? Ton père est connu pour être artiste, plasticien et plein d'autres choses. Oui, j'ai toujours vu mon papa dans son atelier travailler tous les jours la terre et la peinture, etc. Donc forcément, je pense que ça joue dans le conscient. Ça considère l'art comme quelque chose d'important, où on peut passer tout son temps à en faire. Et donc je pense que déjà ça aide pour pouvoir s'imaginer, pouvoir rêver, nous, de notre côté, de faire de l'art de sa vie. Et puis ça aussi, ça apprend que le seul moyen de faire de l'art, c'est d'en faire et de bosser. Donc c'est ce que j'ai fait. Dans ta vie, il y a d'abord eu la danse avant la musique? Oui, il y a eu la danse tout le collège. Après, c'était de la danse classique et contemporaine, et c'était du conservatoire, donc ça m'a un peu ennuyée. Au bout d'un moment, j'étais plus trop là-dedans. Et là, je me suis dit, ok, il faut que je trouve une occupation. Et donc, j'ai voulu faire comme mon idole de l'époque, Tom Odell, et je me suis mise au piano. Et là, très vite, je me suis dit, ok, je ne m'ennuierai plus jamais. Je suis vraiment allée sur YouTube où tu vois comment faire des accords. Enfin non, c'était surtout sur Chords, des trucs sur internet où ils te montrent quelle note il faut mettre pour faire un do mineur. Et donc je faisais des accords plaqués comme ça, c'était sûrement pas très agréable à l'écoute, mais moi j'étais dedans et vu que je faisais 4 heures de musique par jour, au bout d'un moment t'apprends quoi. De quoi tu as nourri tes débuts de composition chant et donc plutôt piano? J'ai entendu citer Janis Joplin, Jacques Brel, Barbara, dans des groupes plus contemporains, Mansfield Tia. Il y a d'autres choses? Oh, il y en a plein d'autres évidemment. Toute mon enfance, ça a été très basé sur les comédies musicales. Donc, on a Roméo et Juliette, on a Mozart, l'opéra rock, les choristes, on en a 1000. Il y avait tous les trucs pop, Lady Gaga, tous ces trucs-là que j'adorais aussi. Mon premier souvenir musical, vraiment choc musical, j'étais dans un théâtre, je voyais une pièce et Summertime de Janis Joplin est arrivé avec les notes de guitare, les premières notes de guitare, et je me suis dit... Qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est magnifique. Et j'ai toujours autant adoré cette chanson, je la trouve absolument fabuleuse. Elle joue avec sa voix comme jamais, et ça m'a beaucoup parlé moi quand j'ai découvert la musique, parce que j'ai une voix un peu grave, et j'étais très vite dans le côté expérimentation, un peu aller dans les graves, et en fait à tester, à crier, à chuchoter. Hein. Et Janis m'a complètement décomplexé là-dessus, et elle m'a pas parlé, mais j'avais l'impression qu'elle me le disait. La voix, c'est un vrai instrument, et on peut en faire ce qu'on veut. Et après, quand m'est venu le côté écriture, là, il y a eu toute la chanson française que j'ai pris dans la gueule vers 15 ans. Donc Barbara, Brel, Aznavour, Michel Legrand, tous ces gens-là, que je connaissais un peu de loin, mais je l'écoutais plus du tout de la même manière. Je l'écoutais vraiment en mode comment est-ce qu'ils ont fait ça, comment est-ce qu'on écrit une chanson, comment est-ce qu'on raconte une histoire. Et j'ai l'impression d'apprendre à écrire en écoutant. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. Puis après est arrivé l'électronique beaucoup plus tard, qui m'a beaucoup parlé, Kraftwerk, Coup de lame, tout ça. Des débuts de composition, donc à l'adolescence, jusqu'à un premier concert finalement assez tardif à la fin de l'année 2021. Qu'est-ce qui amène à rendre le projet un peu plus sérieux? C'est certaines rencontres? Ça c'est sûr. Quand on est tout seul, c'est très compliqué de même juste oser penser que notre projet est sérieux. J'ai d'abord découvert Tom, mon batteur. Effectivement, j'ai fait un premier vrai concert au Trianon, mais j'en avais fait d'autres un peu dans un bar à Saint-Nazaire. Et on avait complètement improvisé, je trouvais mon piano va nul, donc j'ai demandé à Tom de faire la batterie. Et en fait, petit à petit, les gens se sont rajoutés au projet. J'ai rencontré Pierre et Alexis, qui sont mes producteurs. J'aurais rencontré personne, je serais encore dans ma chambre, j'en suis persuadée. Enfin, j'aurais bien galéré. Et c'est le fait que les gens s'intéressent et te disent je suis avec toi, que tu te dis ah, bon, c'est peut-être plus qu'une petite passion, et peut-être qu'on peut en faire quelque chose. C'était Zao de Sagazan, l'artiste des trans en résidence à l'air libre. Et vous la retrouverez, Zao, puisque Lucie l'a rencontrée la semaine dernière, pendant cette résidence, et puis tous les jours, eh bien, elle vient lui poser quelques questions. Donc, elles sont déjà posées les questions, mais on vous les fait entendre, les réponses. C'est ça qui est intéressant. Elle joue donc à l'air libre tous les soirs, cette semaine, à Rennes, pendant les rencontres transmusicales. Dans quelques minutes, nous devrions recevoir un trio qui essaye de remettre la flûte traversière à la mode. Alors, est-ce qu'ils y arriveront? Peut-être certains frémissent. Non, on ne veut pas. Bon, je crois que ça va plutôt bien marcher pour eux. Un trio psychédélique qui a
des projets un peu plus collectifs aussi de temps en temps. Ils viennent tout juste, je crois, de terminer un concert à Lubu. On va retrouver Sir Grégo après que vous aurez entendu ce titre, un morceau extrait d'un album sorti sur un label rennais tout récent, il s'appelle Swish Swash Records. Si vous aimez les choses électriques, sombres, rock'n'roll, voire un peu post-punk, jetez une oreille sur les productions du label Swish Swash. En voici une, en tout cas maintenant le titre Bleeding Lust dans cette émission Dig Dig Diggers en direct des rencontres transmusicales de Rennes. Alors on me disait, Sir Grégo, tu vas voir, ils sont toujours à l'heure à toutes les interviews. Mais non, mais enfin ça va, ils viennent de jouer là à Lubu, c'est bon, on va pas les engueuler non plus. Sir Grégo, un trio rennais qui, comme je le disais tout à l'heure, essaye de rendre sexy la flûte traversière. Et ça fait longtemps qu'elle était plus sexy, la flûte traversière, ça on s'en souvient. Oui. On s'en souvient, Jethro Tull l'avait essayé dans les années 1970, mais on n'est pas là du tout en fait, c'est ça. C'est pas un groupe de rock progressif en fait, Sir Grégo. Enfin, moi je trouve pas en tout cas. Il fait progresser des genres qu'on connaît, la musique psychédélique, un peu la noise, un petit peu, peut-être le jazz, je sais pas, oui c'est possible aussi. Mais parce que la flûte traversière, elle est
triturée, elle est trafiquée, elle est transformée, certains oseraient le terme déstructurée. Bon, je vais peut-être pas aller jusque-là. On est avec qui de Sœur Grégo, Charles? Présente-nous tes amis. Coup dur pour toi ce soir, Yann, parce que maintenant on est un quatuor. Oh, vous êtes 4 maintenant. Ah, il fallait, on me l'a pas dit. Oui, ça vient d'arriver. Donc c'est arrivé quand? C'est arrivé il y a 2 minutes. À peu près il y a 2 mois. Ah ouais, bon, ça va, c'est récent. Donc ça, c'est vraiment. Tout va très vite, mais du coup, Max est avec nous ce soir, qui vient d'arriver dans le groupe, à la bonjour, basse, Max. du coup. Oui, parce qu'avant, il y avait juste une batterie frénétique, une guitare chant frénétique et une flûte traversière frénétique aussi. Ouais. Maintenant, il y a une basse frénétique aussi. Encore plus frénétique. C'est ça. C'est ça. Coup, alors donc bienvenue au 4e, bien sûr. On va parler peut-être d'autres aspects de ce que propose Sœur Grégo en format collectif, mais d'abord on va parler de Sœur Grégo et puis de l'album qui était sorti sur le label Rennais Swash. Le groupe il est né vraiment comme ça. On veut faire du psyché un peu noisy avec de la flûte traversière, ou il y a eu des évolutions avant d'arriver à ça? Alors avant, Charles et moi, donc moi qui joue de la batterie, Charles qui joue de la guitare et qui chante, on jouait pas mal avant, on avait un groupe sur Rennes, etc. On a arrêté et ensuite on s'est retrouvés dans le Finistère. On a continué à jouer un peu tous les deux, puis on a rencontré Fufu entre Rennes et le Finistère. Qui joue de la flûte, lui. Toujours, voilà, qui vient plutôt d'une formation classique, trad breton, musique électronique, etc., etc. Et à l'époque, Charles écoutait beaucoup de post-punk, Crack Cloud notamment, entre autres, quoi. Et on s'est dit, on s'entend bien avec lui, c'est un pote, il joue bien en plus. Donc voilà, on a formé le truc, et puis petit à petit... Il n'y avait pas d'idée préconçue du genre de musique que vous alliez faire? Vous saviez que ça serait pas de la musique trad? Si, un petit peu, on voulait quand même faire du post-punk, en tout cas Charles, quoi. C'était vraiment mon caprice, je veux faire un no-wave post-punk. Ouais. Alors c'est pas un post-punk à la Wire du tout, hein, ce que vous faites. Du coup c'est un caprice un peu borné que j'ai eu. Enfin, je voulais faire du post-punk avec une flûte et une batterie seulement, alors que le post-punk c'est quand même pas mal basé sur la basse. Voilà, donc je me suis mis une lubie et finalement on n'a pas du tout fait du Et tu t'es dit on n'aura pas de basse en plus? En fait, pas de potes, pas de basse. Par défaut, quoi. Voilà. Et puis quand même, les potes, parfois ça se trouve, ça se rencontre, c'est arrivé. Vous êtes content d'avoir une basse maintenant dans Sœur Grégo? Ouais, on est super content, on est super heureux et on va pouvoir avancer vraiment chacun à son poste. Parce que j'ai passé pas mal de temps en hybride, basse, guitare, plus lead chant, donc c'était assez spécial. Et maintenant, on va vraiment pouvoir avancer sans se poser de limites. Je vous ai vu l'an dernier, moi, pendant les off de Trans, l'artiste assoiffé. Je crois que vous jouiez là. Oui, exact. Un concert. Alors, d'où m'est venu ce mot frénétique? Oui, parce que j'ai eu l'impression que ça ne s'arrêtait jamais. Sœur Grégo, c'est en perpétuel mouvement. Vous êtes passé directement de la case off de trans à la case transmusicale. Vous pensez que c'est grâce peut-être au label Swish Swash qui a sorti l'album, qui a rendu un peu plus visible encore votre travail à vous? C'est lui qui a amorcé la découverte pour les trans. Pour les trans, c'est Jean-Louis qui était sur le coup. C'est Alex qui allait donner le vinyle à l'Ubu dans le but qu'il se passe quelque chose. Donc c'est vraiment très artisanal en fait. Oui, il y a eu plusieurs facteurs. On a commencé un peu tout seul en faisant l'EP, les singles de façon DIY, les clips, enfin tout était DIY au départ. On s'est dit on va faire des concerts parce qu'on est un groupe, il faut faire des concerts, on n'a pas réfléchi plus loin que ça, quoi. Puis après, au fur et à mesure, voilà, Alex nous a vu à la Trinquette faire un concert sur Rennes, il s'est dit on va sortir. Bonjour Fufu. Je rappelle, Alex, c'est Alex Bénard, Alex de le Swish boss Swash. du label Swish Swash. Voilà. Oui. Alors que Fufu vient d'arriver, il joue la flûte dans le groupe. Voilà. Et du coup, je finis rapidement. Voilà. Ensuite, on s'est fait accompagner par le dispositif Horizon Rennais, voilà, qui réunit. Des salles de musique actuelles en fait, je vais le dire vite, l'Antipode, le 4 bis et le Jardin Moderne, et que Canal B accompagne un petit peu en diffusant notamment des groupes comme le vôtre. Voilà. Sœur Grégo. Voilà. Oui. Donc ça nous a beaucoup aidé, on a eu pas mal de chance, pas mal d'opportunités. Pour l'anecdote, il y avait Sylvain Deschaux, une agence de booking d'AFX qui voulait nous voir avec Jean-Louis et ça n'avait pas matché du tout.
nous avait dit revenez plus tard, et on nous a appelé il y a quelques semaines pour faire une journée à l'Ubu, et c'est là que ça s'est fait, la décision de nous programmer au Trans. Mais au début c'était vraiment pas gagné. Bon, en tout cas, vous avez des envies de bouger, de faire des concerts un peu partout. Vous avez déclaré, je vais citer des paroles de Sœur Grégo, en janvier 2022 sur la radio rennaise Canal B, que vous aviez des plans vers la Belgique, vers l'Angleterre, que l'Angleterre vous voulait. Elle vous a eu depuis ou pas? D'ailleurs, sur ce même temps, Edouard m'avait dit non, attention, surtout ne t'emballe pas. Elle nous veut toujours. En gros, c'est les Acid Box de Brighton, mais c'est la reine. Ah oui, c'est l'Angleterre à Rennes en fait. Mais bon, en gros, c'est prévu, mais on ne sait pas encore quand, mais on sait qu'on a des opportunités de jouer en tout cas. C'est la première interview de votre bassiste, je crois. Oui. Ah oui, c'est ça. Je m'en doutais un petit peu. Et donc, c'était dans l'émission Purple Rain, une radio Canal B, l'héberge, cette émission-là, et c'était pas dans Voici non plus, c'était pas officiel, vous n'ayez peut-être pas joué en Angleterre, mais ça va se faire, sans doute. Alors là, on a un peu vu à qui on avait affaire avec le groupe Sœur Grégo, mais les choses se compliquent puisqu'il y a aussi Sœur Edward. Et là, je sais que vous avez envie de démêler un petit peu l'histoire. Alors, Sœur Grégo, c'est un groupe, c'est 4 personnes, c'est un côté assez frénétique, je le répète. Sœur Edward, en revanche, c'est quoi? Sœur Edward, c'est à la base, on va peut-être laisser Fufu en parler un petit peu. Fufu et Charles. Vous m'entendez? Je n'ai pas de casque, toi, je précise. Tu nous entends bien? Très bien. Sœur Edward, c'était qu'à la base, en fait, on avait commencé par ce projet-là, moi et Charles, parce qu'on avait un délire d'enregistrer quelques trucs sur l'ordi. Et ensuite, on a trouvé des mélodies qui matchaient bien, etc. Au départ, on se disait pas du tout que c'est quelque chose qui allait fonctionner en live, par exemple, ou sur scène. C'était juste un délire au départ, un délire. Et quand on a pris ça au sérieux, on s'est dit, mais en fait, c'est finalement la... D'un côté, on a Sœur Grégo qui est un peu rentre dedans, et de l'autre, on a quelque chose d'un peu plus pop, plus lyrique, plus posé, peut-être plus récréatif, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Sœur Edouard, c'est un peu plus apaisé quand même, peut-être. Et puis voilà, on a envie de faire vraiment des... Là, on a envie de jouer avec les nuances... les différences de niveau, etc. On a plus envie de jouer avec le côté piano, forte, après on switch un peu. Et pourquoi, et c'est la question qui me trotte vraiment dans la tête depuis que je sais qu'il y a 2 projets parallèles et que c'est le même groupe, pourquoi vous ne faites pas avec un seul nom de groupe des musiques différentes au sein du même projet musical? C'est ce qu'on nous a répété. Pourquoi vous faites pas des choses simples un peu? Ouais, c'est ce qu'on nous a répété. En fait, c'est juste l'opportunité d'étendre notre musique au sein d'un même collectif et de faire des choses différentes avec des personnes différentes. C'est juste l'opportunité d'étendre nos compétences et les choses qu'on a à dire d'une manière différente. Et en gros, vous faites ce que vous avez envie de faire. Voilà. Mais oui, c'est la seule réponse à donner. Avec Sœur Grégo, on a tendance à s'étaler un peu partout, de sauter d'un genre à l'autre peut-être. Et comme ça, si en plus de ça, on mélangeait Sœur Edward à Sœur Grégo, ça serait complètement le bordel, ça serait trop bordélique, quoi. Parce que Sœur Grégo, c'est là, on a envie d'appeler au calme avec Sœur Edward, donc... Pour mélanger les deux. La frénésie, c'est avec Sœur Grégo, le calme et la sérénité, c'est ça, c'est avec Sœur Edward. On n'irait pas jusqu'à dire le calme. Mais... Bon, est-ce qu'il y aura un disque de Sœur Edward plus tard? Bon, on verra. Absolument, ouais. À sortir cette année, c'est dans la boîte, c'est enregistré par Baptiste Bucaille, le nouveau Steve Albini rennais. Parce qu'il y a un Steve Albini à Rennes, voilà. Oui, il est très jeune. Il a 24 ans. Ouais, 24 ans, et franchement, prenez la référence, Baptiste Bucaille. Eh bien, merci à vous de nous citer son nom. Merci pour le disque sur Swash Records. Il existe en vinyle. Pour les quelques-unes qui seraient à Rennes ces temps-ci, il est trouvable, mais ailleurs qu'à Rennes aussi. Oui, Alex a fait son travail, il a fait de la distro, comme on dit. Là, tu as fait un super geste de wesh. Mec qui sait. On dit distro, faut dire ça. Voilà. Et sinon, j'en ai plein dans ma cave. Et ben voilà, si vous voulez l'album de Sœur Grégo,
Charles en a plein dans sa cave. Ramenez-vous à Rennes, on vous filera le contact, évidemment. Merci à vous quatre. L'émission va à la vitesse d'un TGV qui ne s'arrêtera pas en gare de Rennes. J'ai l'impression qu'il va passer directement jusqu'à Brest. Bon, on continue l'émission en vitesse rapide, donc, avec Agoria. Merci les gars. Agoria qui nous rejoint dans quelques instants après un extrait de son album Point Dev. A tout de suite. Un court extrait malheureusement du dernier album en date, Point Dev pour Agoria. Je ne sais pas s'il jouera ça ce jeudi au Transmusical, puisque c'est une création qu'on verra avec beaucoup de place à l'intelligence artificielle, mais ça, vous en saurez beaucoup plus après que Léonie et puis Ludo auront posé quelques questions à notre invité suivant. Agoria, donc bonjour. Oui, Agoria, tout à fait, artiste investi dans la scène électronique française depuis plusieurs années en tant que DJ, producteur, cofondateur de label et du festival Nuit Sonore à Lyon. Vous avez sorti votre premier album en 2003, Blossom, sur lequel on peut retrouver un feat avec Tricky, pas mal pour un premier album. Vous avez aussi composé pour le cinéma et cet après-midi, vous venez nous parler de votre nouveau projet One Life, Two Bodies qu'on aura l'occasion de voir au Trans ce soir à 23h30, je crois. Du coup, c'est un projet issu d'un travail autour de l'art génératif biologique qui consiste à créer des œuvres à l'aide d'algorithmes et d'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez... Je pense qu'on a perdu tout le monde là. Je pense que tout le monde a switché sur une autre radio si on dit ça. Non, je plaisante. Mince. Vous pouvez respirer à présent. Non, je taquine. Non, c'est que j'ai lu ça dans une interview et il y a plein de questions qu'on peut poser là-dessus. Et déjà, est-ce que vous avez collaboré avec des scientifiques, j'imagine, parce que c'est pas un domaine... Oui, j'ai fait beaucoup de choses avec beaucoup de scientifiques. D'abord, bonjour, merci de me recevoir, parce que j'ai pas dit bonjour, donc je commence par la politesse. Et je fais juste une toute petite dédicace avant de répondre à toutes les questions qui arrivent à Croc Radio à Vienne, qui est là où j'ai commencé. J'ai fait ma première émission radio sur une radio Ferrarock qui s'appelait Mixture. J'avais une émission qui était, je crois, le jeudi ou le samedi. Et j'étais ravi de ça. Donc, s'ils nous écoutent, je les embrasse. On leur fait des gros poutous. Et donc, ce projet One Life Two Bodies, en fait, je fais beaucoup de choses, en effet, hors musique, qui sont plutôt des œuvres digitales. Et donc, ces œuvres digitales, je les fais parfois moi-même, parfois avec des collaborateurs, parfois des scientifiques. Et notamment dans cette série d'œuvres que j'ai fait avec des biophysiciens, des biologistes ou des codeurs. En fait, on a catégorisé ça comme étant de l'art génératif biologique parce que c'est hybride, c'est à la fois, ça s'inspire de tous les travaux organiques, du vivant, et en même temps on cherche
à l'intérieur de ce vivant, avec une intelligence artificielle, toutes les traces de code. Et donc en fait, le show de ce soir, ne vous inquiétez pas, c'est pas une conférence sur la physique et la biologie. On va être là pour se marrer, pour danser et pour festoyer. Mais les œuvres que vous allez parfois voir sur la scéno qu'a fait Jean-Maxence, en fait, sont parfois ces œuvres d'art génératif biologique. Donc voilà, mais c'est juste une petite part en fait. L'idée de ce show, l'idée première de ce show, je crois que c'est de... Je pense qu'on est tous un peu désabusés justement de tout ce qui est digital en fait. On est tous un peu perdus avec... Enfin moi personnellement je déteste les réseaux sociaux, Instagram, etc. C'est quelque chose que d'ailleurs quand Instagram a commencé j'ai dit que ça marcherait jamais. Du coup je me suis bien planté. T'avais parié beaucoup là-dessus ? J'ai pas trop heureusement. Et en fait je pense que ce qui me faisait plaisir avec ce show c'était d'arriver en proposant autre chose. Donc si vous avez des téléphones et que vous voyez des QR codes dans la salle ou pendant le show, n'hésitez pas à les flasher. Parce que c'est à ces moments-là en fait que des interactions vont se passer. On va vous envoyer des informations sur vos téléphones, on va aussi récupérer le flux de votre caméra, vous allez passer à l'écran, on va aussi faire du live minting en direct, c'est-à-dire qu'on va minter des NFT pour vous. Si vous n'avez pas de wallet, pas de souci, vous mettez votre adresse email et on va vous le préparer, vous pourrez le récupérer la semaine prochaine. En fait, moi je suis passionné du Web3, je suis passionné des nouvelles technologies, de tout ce qui est possible et j'ai envie d'onboard un maximum de gens. Alors c'est un petit peu ambitieux de le faire ici au Transmusical de Rennes parce que les Transmusicales de Rennes c'est un grand festival et ce serait plus simple d'onboarder les gens devant 300 ou 400 personnes dans une galerie, un musée. Et puis quand on va dans un festival, on est plus là pour se marrer avec ses potes, boire des coups et faire la teuf. Mais voilà, je suis assez excité. J'espère que ça va marcher. Soyez indulgents si ça marche pas. C'était vraiment une expérimentation, donc on espère que ça se passera bien. Mais voilà, je parle beaucoup, mais je pense que j'ai répondu peut-être à la première question. Mais on passe à côté de quelque chose quand on n'a pas de smartphone ou de trucs pour scanner les QR codes du côté de votre prestation ou... Alors pas du tout. En fait, il n'y a aucune obligation. Chacun vit le show comme il le souhaite. L'idée c'est de mettre l'artiste non plus comme étant le Pygmalion et comme étant la personne qu'on regarde comme ça béatement. En fait, moi je viens des rave parties. Quand j'ai commencé à être tougher et ensuite DJ, en fait, on se moquait un peu de qui était le DJ. On le regardait même pas. On était plus en direction des enceintes qui souvent étaient placées n'importe comment. Mais on n'était pas en train d'aduler un artiste sur scène en fait. Et en fait l'idée de ce show c'est un peu aussi celle-là. Moi vous allez pas tellement me voir, je vais pas trop en dire avant que vous puissiez voir le show, mais si vous arrivez à me voir, vous avez des bons yeux quoi. Ok, donc vous cherchez à créer un lien plus intime avec le public, quelque chose un partage. J'aurais pas pu mieux le dire. Ok. T'es là aussi pour hacker, contrer les algorithmes. Alors je suis un très avec mauvais hacker. Web 3. Non, alors je pense que le Web 3, c'est juste si on parle de Web 3 une seconde, en fait le Web 3 et le Web 2, c'est ce qui est Instagram, c'est ce qui un peu vous vole tous les jours, sans que vous en rendiez compte. En fait, vous pensez avoir des goûts, vous pensez décider vos faits. En fait, c'est pas le cas parce que tout est un peu conditionné pour que vous alliez dans une certaine direction, on vous a catalogué et on vous enferme là-dedans. Le Web 3, en fait, c'est l'inverse. Tout est possible, il n'y a plus de catégories. C'est le champ des possibles pour les artistes. En tout cas, c'est magnifique. Aucun filtre. Si vous mettez une œuvre, il n'y a pas un filtre qui va vous dire ah bah non, il faut que tu payes pour mettre cette œuvre. Tout le monde est au même niveau. Et surtout, je pense que le Web3, c'est vraiment le partage. Et je sais que tout le monde a parlé beaucoup d'argent autour du Web3 et c'est absolument pas la chose importante. La chose qui est importante, c'est qu'en fait, c'est un système décentralisé. Il n'y a plus une autorité qui va vous dicter ce que vous devez faire, ce que vous devez aimer, ce que vous devez choisir. C'est un système qui est là en fait pour onboarder les gens, pour être autonome et finalement s'émanciper. Donc c'est vraiment politiquement magnifique. C'est Linux un peu. J'ai hâte de voir le Web 4 pour te répondre sur cette question. Là, je voulais revenir un peu sur la biotechnologie du coup, ce croisement entre l'art et la science. Il y a de plus en plus d'artistes qui utilisent ce médium de biotechnologie, mais très peu de lieux pour créer. Moi, à ma connaissance, je ne connais qu'un seul lieu qui s'appelle l'Ursulab à l'Entrepôt à Bourges, ex-Emetrop, qui a développé ce labo et qui a eu des difficultés pour faire comprendre le principe même de ce qu'est ce nouveau médium. Alors, en fait, moi, plutôt que parler de médium, mais même de Web3 ou d'NFT, parce que finalement, c'est pas ce qui est tellement important. Moi, ce qui me passionne, c'est le vivant.
Oui, justement, toute la création à partir du vivant, où là il y a des échanges avec des scientifiques, des cuisiniers, des artistes plasticiens, plasticiennes, musique, un gros mélange. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs chercheurs du CNRS. Et donc en fait, c'est avec eux que je fais ces travaux et ces recherches. En fait, la première fois, on m'a proposé de jouer pour la récolte d'un champ de chanvre. Le chanvre, c'est le cousin cannabis. Donc il fallait récolter cette magnifique saison. Et ils m'ont dit, est-ce que ça te dirait de jouer pour la récolte? En fait, j'ai dit non, parce que j'ai fait ça toute mon enfance, jouer dans des champs. C'est pas vraiment ce qui me fait le plus kiffer aujourd'hui. Par contre, ce qui m'intéresserait, c'est peut-être de prévoir un truc avec vous. Et donc, je suis allé avec Nicolas Becker, qui a un Oscar pour le film Sound of Metal, que je vous conseille, qui est un film extraordinaire. Et Nicolas Desprats, qui est un biophysicien. On est allés tous dans ce champ, on a mis des sondes, et on a créé un microscope au CNRS, on a filmé la croissance de ce micro-organisme pendant 3-4 mois, et après on a fait une radio qui s'appelle MPFM, où vous pouvez écouter 24 h sur 24, 7 sur 7, le chant de ce champ. Donc le chant de ce chant, c'est vrai que c'est un peu bizarre comme phrase, mais en tout cas vous pouvez aller sur mon site agoria.dev et vous allez avoir MPFM, comme vous allez avoir tous les projets un peu en effet scientifico-sympatoques. Mais tu avais déjà des réflexions autour de ça, justement, du création à partir du vivant, avant qu'on te propose cette collaboration? Non, je pense qu'il y a eu un moment donné où en fait, moi je m'intéressais beaucoup en fait à ce qui était invisible. Enfin moi, ce qui m'intéressait, c'était de révéler l'invisible. Donc en fait, j'ai fait plusieurs expositions photos où en fait je cherchais à montrer ce à quoi on pouvait passer à côté tous les jours. Et en fait, ces projets que je fais avec Nicolas Desprats ou Alice Meunier, qui est une biologiste, qui le regarde, on arrive à filmer ce qui se passe dans ton cerveau avant que tu prennes une décision. Donc ça aussi, ça va être à l'écran ce soir. Les gens vont peut-être pas forcément se rendre compte, dire c'est incroyable, mais en fait, ce qu'on va montrer parfois, c'est juste ce qui se passe dans ta tête avant que tu prennes une décision. Et c'est juste, moi je trouve ça magique qu'on puisse se rendre compte de ça, quoi. Du coup, ça questionne beaucoup sur tes décisions à toi, en fait. Eh ben, on a hâte de se questionner. Mais pas trop, hein. Ah ouais, ça va. On va pas partir dans les lambes. Non, mais à la base, c'est un DJ set qui normalement doit vous embarquer. Ça va modifier notre état de conscience un peu? Alors ça, je pense que ce sera l'étape 2, on y réfléchit beaucoup, en effet, on y réfléchit beaucoup. Enfin, moi je suis un adepte de ces états de conscience modifiés, et une fois qu'on a vu ça, on sait qu'on n'a rien vu. Et ben voilà. Bon, je crois qu'on n'est pas obligé de venir avec un smartphone qui fonctionne sous Linux pour le set d'Agoria, si j'ai bien écouté. C'est un très bon résumé. Merci beaucoup, évidemment. Et puis allez tenter cette expérience et découvrir des choses que vous n'avez jamais vues avant. Bah non, forcément, puisqu'elles n'existaient pas avant. Merci Agoria, on poursuit aux îles Féroé. Alors on change complètement d'ambiance, là on n'est plus du tout dans le futur, comme on le voit écrit sur la casquette d'Agoria. Là on est dans un maintenant ailleurs, mais c'est bizarre, c'est la country jouée par des cowboys des îles Féroé. Eh bien on attend de les rencontrer pour être convaincus qu'ils existent vraiment. A tout de suite sur cette émission Dig Dig Diggers en direct de Rennes avec les Cowboy Cakes que retrouve Audrey, animatrice de Canal B. A tout de suite. Did you buy your last love on a whim? Was it planned? Was it fun? Was it worth
C'est presque la fin de Dig Dig Diggers, jour 1 en direct des rencontres transmusicales à Rennes. Et ça va se terminer avec, ceux que je présentais comme les Cowboys des îles Féroé, que nous permettra de rencontrer Audrey. Maintenant, avec la traduction d'Anne-Laure, les Cowboy Cakes. Bonsoir Cowboy Cakes. Alors, vous habitez un archipel sauvage et splendide, plongé au milieu de l'Atlantique Nord, qui ne connaît pas la canicule puisqu'il fait 11 degrés en été, et qu'on prononce Faouné en danois, les îles Féroé en français. So you live in beautiful islands, many beautiful islands, in the middle of North Atlantic, when the warmest temperature in summer are only 11 degrees. So it's Faroe Islands, and in Danish it's pronounced Faroen. We're not Danish, it's under Denmark, but you say it in Faroese, say Førjar. Okay, thank you. we Danish is just a second language, so we have our own language. Le danois, c'est seulement une deuxième langue. En fait, ils ont leur propre langage. Et donc, du coup, ça se prononce, je serais incapable de le refaire. Alors, comment les programmateurs des trans vous ont repéré? How did you get noticed by the trans musical here? I think we were in The Great Escape, and we got picked out there, yes, I think. We played The Great Escape in England. Ils ont joué au Great Escape en Angleterre, et c'est là qu'ils ont été repérés. Ok. And I think we played at like 1 o'clock in the afternoon or something, and we were lucky enough that the booker from Transmusical was up that early. Et pourtant, ils ont joué à 1h de l'après-midi, 1h comme ça, et donc du coup, ils s'estiment très contents qu'en fait le programmateur des transmusicales était là à cette heure-là, parce que c'était pas gagné, quoi. J'ai voulu savoir s'il y avait une traduction pour Cowboy Cakes, et ce bon vieux Google m'a donné biscuit de cowboy. Yeah, you understand. So she looked Google Translation for Cowboy Cakes and found biscuits for cowboys. Is that the real translation? Yes, there is. We get a lot of English chocolate back home. It's because of World War II, and there is one called Wagon Wheels, but we've always called it Cowboy Cakes. That's what we named the band after. À cause de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, ils ont beaucoup d'importations anglaises, et notamment beaucoup de chocolateries et de biscuits. Et il y en a un notamment qui s'appelle Cowboy Cakes, et d'où vient leur nom. Bien. Vous définissez votre musique comme de la kuntronika. Yeah. Kuntronika. Même si on peut le deviner, il est composé de quoi, ce mouvement musical? So you define your music as kuntronika. What is this musical train made of? It's a lot of like spaghetti western and mixed with electronic beats. So it's like from the old school music from the country with Patsy Cline and stuff like that, and then we put on some electronic beats to that. Donc en fait, c'est un mélange de beats électroniques et de western spaghetti. Donc ils partent de vraiment la base de la country, mais sur laquelle on va remettre des beats électroniques en fait pour faire quelque chose de différent. Kuntronika. Ok. Parlons de vos side projects. Alors ça va être un peu long, alors excuse-moi. Sigmund, put your hands up. Ok. Tu fais partie des excellents punk rockers Joey and the Shit Boys. Heydrich, tu en es à ton 3e album, et d'ailleurs j'aime beaucoup Illusion, ton dernier sorti en 2020, aussi mélancolique mais nettement plus agréable que sa période de sortie. D'ailleurs je parle du Covid. Comment se fait la jonction quand on vient de deux univers aussi différents? Qu'est-ce qui vous rassemble? So let's talk about your side projects. Sigmund, you're part of the great punk rock band Joe and the Shit Boys, and Heydrich. It's your 3rd album. So it's called Illusions, and she likes it a lot. And so what have you got in common, in fact? We both like old school music. Like personally, I listen to music from the 20s up to the 60s, and you listen to also a lot of old school music. And we have the country or western music in common that we nerd about. And we were outside a bar, and we're like had a drink or
14, and we were like, hey, let's make a country band, and then we went home, and then we started talking, and then we discovered that we were neighbors. So we were like, okay, we have to do it now. So we went down, had some more drinks in his studio, and then So simple. Yeah. What a glass of wine not can do. So that's what happened. Donc tous les deux, ils ont en commun d'écouter beaucoup de musique qu'on pourrait appeler old school, des années 20 aux années 60, enfin, et notamment de la country. Donc ils ont en commun la country. Et un jour, à un bar, ils se retrouvent à l'extérieur du bar, ils avaient bu un verre, ou alors peut-être 14, et ils se rendent compte que, en fait, ils aiment en commun ce style de musique qui est pas fréquent, qu'ils aiment ensemble la country. Donc ils se disent, bon, il faudrait vraiment qu'on monte un groupe ensemble. Et puis là, en discutant, ils se rendent compte que finalement, ils sont voisins. Donc ils retournent boire des verres dans un studio. Et là, ils commencent à créer ce nouveau groupe. Voilà. Alors votre premier single est sorti le 2 décembre dernier, il s'intitule Midnight Gale. L'album est prévu pour quand déjà? Your first album, Midnight Gale, when does it come out? That's a secret. Oh non. C'est un secret. We want news. But good on you. It doesn't. I can reveal. The only thing I can reveal is that it is not called Midnight Gale. La seule chose qu'il peut révéler, c'est que ça s'appellera pas Midnight Gale. Oh, thank you very much. But I can reveal what it is called. Mais il peut donner le vrai nom. Okay. So you can get that. That's an exclusive for you, I think. C'est une exclusivité. Yeah. It's called Wagon Wheels. Ça va s'appeler Wagon Wheels. Ok. Midnight Gale est sorti en clip. Et quel clip on pourrait croire à une anti-promo des îles Féroé, malgré la qualité des paysages et de vos costumes, bien sûr. Alors, c'est quoi le pitch de ce clip? Your first single was Midnight Gale, and it looks like an anti-commercial for the Faroe Islands, kind of. Yeah. So, despite your beautiful costumes and the excellent track, so what was the concept? White trash was sort of the concept. So it was like sort of, instead of showing like visit Faroe Islands, we wanted to show like the more the site that nobody wants to film, like where the workers are, where people really. Also, the weather is terrible. Yeah. So it looks pretty on pictures, but the weather is terrible. Yeah. And we grew up in that weather. Yeah. So it doesn't feel that beautiful. Yeah, we wanted to show the industrial side of Faroe Islands, where the fishermen are and where people really work, and like the sort of western side of it. Donc justement, c'était exactement le but, puisque en fait, ils ne voulaient pas montrer des beaux paysages des îles Féroé, mais ils voulaient montrer là où il y avait vraiment les travailleurs. Donc le côté un peu plus industriel, avec là où travaillent les pêcheurs. Donc du coup, c'était ça justement qu'ils voulaient montrer. Et plus le fait que le temps est terrible là-bas. Et donc ils ont grandi avec ce temps terrible. Et ils voulaient montrer ça aussi. Et montrer finalement le côté un petit peu western des îles Féroé, puisque c'est ce qui guide de leur travail. Alors dernière question, on n'a plus de temps, ça passe bien trop vite. Vous jouez ce soir tard. Est-ce que vous avez regardé un petit peu la programmation des transmusicales? Si oui, est-ce qu'il y a un groupe que vous avez envie de voir en dehors de vous-même? Vous serez sur scène, vous ne pourrez pas vous voir de toute manière. Voilà. You play tonight, late. Is there some bands you would like to see? Sons. Sons. Yeah. They played. Ils ont joué ensemble. Yes, they played at a festival back home this summer, and I didn't get. I've seen it. I didn't catch them, so I should see them. Donc Sons. And there was the Footloot or something. It was spelled really strange. Beats, something like that, wasn't it? I can't remember. Yeah, it was something called Beats. Ok. Beatfoot, maybe. Ah oui, Beatfoot, ça te parle, Yann? J'étais pas du tout en train d'écouter ce que vous disiez, parce qu'en fait on doit terminer l'émission en fait, chers amis. Donc là je suis en train de scruter partout les horaires, les conducteurs, le plateau de demain. Ok. Donc ils veulent aller voir Beatfoot, en tout cas, c'est ça la. Oui, et Sounds, parce qu'ils ont joué avec au G Festival. Ouais. Ok, thank you very much.
Thank you. Merci beaucoup. Merci à vous deux, Sigmund et à Heydrich. Et puis merci évidemment Audrey, Anne-Laure. Merci à tous les autres qui étaient avec nous sur ce plateau Dig Dig Diggers, ce premier du nom sur ces Transmusicales 2022. On a pu retrouver tout à l'heure Ludo, Léonie, et puis aussi Anne-Laure, Elodie, Robin, Pablo, Anaël. On se retrouvera, peut-être pas tous ceux-là, mais avec certains d'entre eux dans l'émission de vendredi. Merci à Paco pour la réalisation de cette émission. Merci à Lina pour le conducteur au poil et puis la gestion impeccable de ce plateau ici. On termine avec... Ils ont parlé beaucoup de bars tous les deux, Sigmund et puis Heydrich. Eh bien, on va terminer au bar avec ce petit reportage, une capsule proposée par Elvire ici à Canal B à Rennes, qui est allée rencontrer celle que vous allez croiser si vous allez boire quelques coups du côté de l'Ubu. Elle s'appelle cette barman et cette chef de bar, Léonora Capurro, et c'est avec elle qu'on termine. Ça commence et ça se termine souvent par des histoires de boire des coups, les transmusicales, j'ai l'impression. On se retrouve vendredi, à bientôt, ciao. Dans l'émission Dig Dig Diggers, on vous propose de découvrir les différents métiers au sein du Festival des Transmusicales. Aujourd'hui, on part à l'Ubu rencontrer Léonora Capurro, responsable de bar. Je m'appelle Léonora Capurro, j'ai 29 ans. On se trouve dans la salle de l'Ubu, qui est un clubbing, et là plus particulièrement on est dans la salle du bar. Alors moi je suis responsable de bar, je travaille à l'année au bar de l'Ubu, qui est géré du coup par les Transmusicales. Mon métier consiste à accueillir la clientèle, servir la clientèle, leur proposer divers produits, être à leur écoute aussi. Donc c'est arriver au moins 2 heures avant la soirée, mettre en place la salle, faire également donc toutes les commandes, être en relation avec les commerciaux, ils sont également les partenaires des trans. Puis du coup à côté de ça, ce travail de bureau, je passe une journée dans ma semaine au bureau des Transmusicales pour mettre en place justement les commandes, les plannings et tout ce qui se passe à côté en dehors des soirées. Comment est-ce que tu as découvert ce métier ? J'ai découvert ce métier parce que du coup j'avais 17 ans et je savais pas quoi faire, je voulais arrêter les cours. Et ma mère qui travaillait du coup pour les Transmusicales m'a intégrée au bar de l'Ubu et j'y suis encore après presque 13 ans. Vous êtes combien à travailler à l'Ubu Au niveau du bar, alors ça varie en fonction des années, mais là cette année on est une dizaine. Je veux une équipe assez large en fait pour éviter que les gens fassent trop de minuit 6 heures d'affilée et qu'il y ait trop de fatigue en fait accumulée. C'est une équipe qui roule beaucoup parce qu'elle est également constituée de beaucoup d'étudiants, de personnes qui ont un autre travail à côté, soit un autre 20 heures, même voire des fois un 35 heures aussi à côté, donc c'est pas facile d'allier tout ça. Est-ce que tu travailles uniquement à l'Ubu ou est-ce que tu travailles aussi avec le Parc Expo ou le Liberté pendant le temps du festival ? Plus maintenant, depuis que je suis responsable, je suis que à l'Ubu. Ça m'est arrivé quand j'étais simple barmaid de travailler également sur le Parc Expo à l'espace VIP. Donc ça, je l'ai fait pendant 4 ans. C'était une période où on travaillait ici en journée et on enchaînait en fait directement au Parc Expo. Et quand le bureau s'est rendu compte que c'était un petit peu trop de travail d'un coup, du coup, ils ont laissé les barman et les barmaids spécifiques à l'Ubu. En ce moment, on n'a pas pied au Parc Expo. Est-ce que du coup, vous communiquez ensemble pour l'organisation des Transmusicales ? C'est assez indépendant au final. Personne me pose trop de questions, personne vient mettre trop son nez dans l'Ubu et moi pareil. Et même au niveau des commandes et tout, c'est vraiment 2 choses séparées. Il y a juste les tarifs qu'on essaie d'accommoder pour les 2 emplacements. À l'Ubu, est-ce qu'il y a des spécificités pendant le festival d'organisation ? Ça reste globalement la même chose. Créer mon équipe, être sûr de faire les bonnes commandes pour vraiment ne manquer de rien. Et on est plus conscient que l'Ubu est représentatif vraiment des trans au moment des trans. Parce qu'en général, les gens ne savent pas que l'Ubu est relié aux trans pendant l'année. Voilà, donc je veux être bien, avoir une belle carte, avoir une bonne image aussi qui se dégage. Il y a des concerts à l'Ubu pour les enfants. Est-ce que toi tu travailles autour de ça un peu ou pas spécialement ? Pendant les trans, tu veux dire ? Ouais, pendant les trans. Ouais, alors c'est le samedi.
l'après-midi, ce qu'on appelle donc le concert des familles. Moi, je travaille au bar, le bar est ouvert. Du coup, cette année, on voulait mettre en place un goûter également pour les enfants, pour que ce soit un petit peu plus attractif. Et voilà, et mettre en place quelques petits éléments de déguisement. Ce que j'avais fait l'année dernière, j'avais disposé des bonnets de Père Noël pour que les enfants se servent et que ça devienne un petit peu un après-midi un peu ludique en plus du concert, quoi. Ça reste un bar lambda en soi, hein, avec les frigos, la partie plonge avec nos 8 tireuses. On fonctionne un peu comme une espèce de buvette de festival, c'est-à-dire qu'on a des gobelets consignés. On essaie également de s'intégrer dans une démarche un petit peu écologique. Donc tout ce que je peux consigner en bouteille, je le consigne. Pour l'instant, on n'a pas encore de compost, mais j'aimerais bien en ajouter un. Ouais, le but, c'est vraiment que ce soit un bar qui nous semble, entre guillemets. Est-ce que tu trouves que pendant le festival, c'est plus un marathon que pendant le reste de l'année ou pas du tout ? Ça reste très soutenu et c'est un marathon dans le sens où on a 5 soirées qui se suivent en fait. Et c'est la seule semaine où effectivement on va avoir tous les jours quelque chose. Donc dans ce sens-là, oui, faire très attention au stock et faire attention aussi à la fatigue. Pas trop traîner le soir après le service parce que ça recommence dès le lendemain. Et à l'Ubu, étant donné qu'il y a la soirée d'ouverture le mercredi et de clôture le dimanche, j'ai l'impression de prendre le festival en sandwich. Toi du coup tu vas pas faire les 5 jours ? Moi je fais les 5 jours, ouais. Si, donc mercredi, les 2 après-midi, jeudi, vendredi, le concert des familles le samedi et la soirée de clôture. En fait dans le bar je suis la seule à faire toutes les soirées à l'année, y compris du coup le festival. Ok. Ah ouais. Merci à Léonora, au bar de l'Ubu et au Festival des Transmusicales pour ce reportage. En illustration sonore, c'était Nightingale de Duo Route. Au 10 décembre, Dig Dig Diggers, l'émission des radios de la Ferrarock, a lieu en direct des 44e rencontres transmusicales de Rennes. Retrouvez Dig Dig Diggers sur ferrarock.org.